Ça, c'est pas pareil que l'eau chez nous, là. Ça, c'est l'eau traitée. C'est l'eau d'un... Ça se peut qu'on soit trop fort. Ah, c'est bon, ça. C'est parfait parce que faut enterrer un peu la pluie. Toi, es-tu dans l'équipe de techniciens? Non? T'es juste un festivalier qui fait pas comme les autres courir à la pluie? C'est un touriste brave. Parfait. Il vient de la Belgique. Parfait. Es-tu quelqu'un de spécial? Es-tu une vedette? Oui. Ah, mais on parle de musique, ça donne bien avec All Boss. Hello. Qui est là. Tu connais-tu All Boss? All Boss, je te présente le festivalier All Boss. On va créer des liens forts, des liens qui vont... Qui vont perdurer. Oui, c'est ça. Tu vois, là, j'avais besoin de quelqu'un qui a un vocabulaire un peu plus riche. C'est là où est-ce que... Fais appel à Bruno. Allô? Allô, tout le monde? Yes. On t'avait de rentrer en onde. Tu prêt? Je suis prêt. On part? Let's go. Attention. Work on your live stream. Updating. Configure. Yes. Mesdames et messieurs, bienvenue. Allô? Bienvenue au Soundcheck Podcast. On est le 13 juillet. Mon nom est Steven Bilodeau. Et vous êtes en direct de l'Expo Trois-Rivières. OK! Voyelle! Puis répétez après nous autres, ce gang de mange-marde! C'est le beau Steven Bilodeau! C'est le beau Steven Bilodeau! Faites-les pas chier parce qu'il est quand même gros! On le fera pas chier parce qu'il est quand même gros! Y'a pas la langue dans sa poche! Y'a pas la langue dans sa poche! Il ferait pas une belle drag queen avec une sacoche! On répétera pas ça, on veut pas de taloche! Y'anime aussi Soundcheck Podcast! Y'anime aussi Soundcheck Podcast! Si tu parles dans son dos, il va te refaire la face! Des mois à t'en remettre avec ben de la glace! Y'a jamais eu peur de peser sa détente! Y'a jamais eu peur de peser sa détente! Mais faut pas prendre des photos de ses jambes! Mais faut pas prendre des photos de ses jambes! Hey, pourquoi on peut pas prendre des photos de ses jambes? Ta gueule, il arrive! Ah, ta gueule, les gars. Non, mais... Tu vas garder ça, j'espère. Ben oui. Ok, Ben oui. c'est Bon, bon. je ne sais pas si on va ouvrir le podcast à chaque fois avec ça, mais merci infiniment. Merci beaucoup à Doug et Jeff. Et Chuck en particulier aussi, parce que je suis allé faire le podcast Personne n'en parle. Et les gars m'ont buildé ce petit jingle-là. Pour moi, pour vrai, j'étais vraiment... Ouais. envahi d'une vague de... Comment je pourrais dire ça? De gratitude. Écoute, Il faut le garder. c'est bien fait. C'est tellement toi, ça. C'est tellement moi, puis c'est bien fait. Ils ont... Honnêtement... La seule chose qui n'est pas vraie, c'est que je m'habillerais en drague. Ça, j'aimerais ça vivre l'expérience. Mais ça, c'est toi, ça. Ça Ouais. Tu s'arrange, dois ça. garder cette introduction. Si Ouais. tu veux, bien sûr. Mais Oui. moi, on a l'impression d'apprendre à te connaître en... C'est combien, ça? 22 secondes? 30 50 secondes. 59 secondes, en Ça, fait. c'est Ouais. tellement particulier, c'est tellement singulier, c'est tellement toi. Oui. Bruno Lee, bienvenue. Ouais, merci. Les gens qui suivent le Soundcheck Podcast depuis le jour 1 te connaissent. Pourquoi? Parce que tu as été mon premier invité. Premier invité du J'ai Soundcheck été ton Podcast. guinea pig, comme Non, on dit. pas du tout. Tu as C'était été qui ton l'ami que guinea j'ai pig? choisi parce que D'accord. je me sentais en sécurité, parce que je sentais que j'étais avec D'accord, quelqu'un. j'ai ce talent-là de rendre à l'aise les gens. Oui. Ah, ça, c'est Oui, cool. puis on rappelle aux gens, parce que là, ça fait déjà plus de 50 épisodes. C'est le 51e épisode aujourd'hui. Félicitations. Je t'ai invité à mon premier épisode, mais tu m'avais déjà invité sur ton podcast Oui. qui s'appelle? Je suis pas un journaliste. OK, moi, je pensais que c'était « Je suis pas un journaliste, je suis un humoriste ». T'as pas ajouté l'autre bout? Non, OK. c'est trop long. Mais je me rappelle, à cette époque-là, tu m'avais approché avec C'était tellement... la journée du souvenir. Oui, tellement de bienveillance, tellement d'accueil que je me sentais à l'aise d'aller faire ton podcast. Je pense que j'en avais un ou deux de fait à cette époque-là. D'accord. Et on ne se connaissait pas du tout. Mais tu m'avais expliqué aussi que ton background faisait en sorte que tu connaissais un peu ma réalité. Parce que tu avais, entre autres, grandi dans les ambassades. Oui, mais j'étais loin dans la mesure où je sais ce que c'est que de changer de pays souvent, mais je pense qu'on n'a pas été dans la même situation. Non? J'avais l'impression que tu comprenais ma D'après réalité. ce que j'ai décrit, parce que toi, tu as fait beaucoup de podcasts, notamment avec Là, maintenant, oui. Bruno Rivard, Oui. depuis qu'on s'est rencontrés Oui. la première fois. Puis là, il y avait des situations là-dedans que j'ai
Personne ne peut comprendre ça, là. Il y a juste toi et puis un faible pourcentage de gens. Est-ce que tu penses que j'ai réussi à bien comment je pourrais dire ça, pas le démocratiser, mais L'expliquer, le vulgariser. Ouais, vulgariser, c'est le bon mot. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui comprendront jamais, là. Je pense que tu le sais, là. Je pense que c'est tellement particulier comme expérience. Je pense qu'au Canada, il y a moins de 0,5% de gens qui ont servi. Il y a encore moins de gens. Est-ce que c'est ça la statistique? Je sais pas. Je pense que c'est genre 1 ou 2% des gens là, actuellement là, qui ont servi et qui ont. Je pense que, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le Canada était en Afghanistan. Je suis sûr. Tu demandes aux gens qui écoutent La Fureur. C'est pourquoi tu as choisi La Fureur? Non, mais tu demandes aux gens de tous les jours. Oui. J'ai rien contre des gens personnellement qui écoutent La Fureur, mais tu demandes à monsieur, madame, tout le monde. Je serais surpris de voir combien de gens savent qu'on a été en Afghanistan. Je trouve ça intéressant que tu me dises qu'une des perceptions par rapport à ce que tu écoutes, ce que je donne comme d'information, je parle de mon histoire à moi, je parle de mon échantillonnage, je parle de mon expérience et je vais le dire sur le podcast. C'est la première fois, puis j'ai envie qu'on en discute ensemble. J'ai eu un appel du Service national des enquêtes de la police militaire qui ont eu une plainte, justement, d'une présence que j'ai eue sur un podcast que je nommerai pas et qui avait un commentaire que je disais qui a suscité suffisamment d'intérêt pour faire une plainte à la police militaire et on suspectait que ce que j'avais révélé pouvait peut-être être soit à l'encontre de la loi sur la défense nationale ou soit à l'encontre du Code criminel, entre autres la Charte canadienne des droits et libertés. Et bien entendu, j'ai revisé le segment. Il y a plusieurs gens autour de moi qui ont revisé le segment et je brise aucune loi. Puis même eux m'ont confirmé que je brisais aucune loi. Par contre, ce que je révélais sur certains podcasts était suffisamment choquant pour certaines personnes, suffisamment déstabilisant de ne pas comprendre la réalité. Et je me suis fait suggérer de garder pour une partie de la population la naïveté qu'ils ont au travers de l'exposure d'opérations militaires. Et toi, comment tu approches ça? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouvais que c'était une approche qui était très humaine. Je trouvais que c'est vrai que ça pouvait manquer de sensibilité à plusieurs égards. Est-ce que je vais m'arrêter de témoigner? Je ne crois pas, mais est-ce que je vais être plus sensible au contenu que je vais révéler? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Mais en même temps, je comprends ce que tu dis. Je comprends qu'il y a peut-être des éléments qu'il faudrait peut-être revoir dans ce que tu partages. Mais comment les gens vont savoir? Comment les gens vont savoir? Parce qu'en fait, vous êtes comme des journalistes par défaut à travers votre expérience. Comment les gens vont savoir que ça ne vaut pas la peine, pas que ça vaut pas la peine, de réfléchir avant d'intervenir dans un autre pays si l'information n'est pas propagée par les gens qui l'ont vécu? Parce qu'un politicien, il va dire les grandes lignes. Ils vont contrôler l'information. Derrière, ils vont contrôler l'information. Ce sera pas authentique. S'il n'y a pas des gens comme toi qui le disent sur des plateformes, qui partagent leur expérience, on n'est pas obligé de savoir qu'est-ce que tu portais comme botte et on n'est pas obligé de savoir tous les détails qui font en sorte que les gens qui veulent pas, qui sont pas d'accord avec notre manière de vivre, on ne veut pas leur donner un avantage. Mais si tu ne le racontes pas, comment on va le savoir? C'est vrai, c'est une autre opinion, c'est un autre aspect, et je le faisais pour ça. Que les gens connaissent la réalité du service, parler de mes expériences parce qu'il y a de la santé mentale qui est impliquée aussi au travers des opérations. Et je souhaitais me faire connaître. Je ne mettrai pas ça de côté. Si mettons, l'information que je peux divulguer de par mon expérience, puis j'ai une crédibilité face à ça, pouvait m'amener à être plus entendu et vu me faire connaître, bien, c'est sûr que c'était dans ma tête. Ce serait imbécile de dire le contraire. C'est une bonne intention, pareil. L'intention était noble, à mon avis, et puis j'ai toujours fait attention. J'ai toujours été quelqu'un qui était pro-institution, que ce soit pour le ministère des Anciens combattants ou la Défense nationale en général. Donc, cette sensibilité-là envers les institutions, je l'avais. Je voulais être pas un ambassadeur, mais un genre de, pas un porte-parole non plus, comme un bon représentant de la communauté des vétérans. Puis je voulais vraiment être rassembleur. Puis qu'arrive une plainte comme celle-là, qui a été validée puis qui s'est avérée non fondée, veut pas, ça m'a quand même touché.
parce que je ne suis pas là pour faire de la controverse. Je ne suis pas là pour révéler des choses qui ne sont pas vraies. Je suis là pour révéler des choses vraies. J'en ai peut-être révélé un petit peu trop pour ne pas affecter plusieurs personnes des néophytes, qui n'ont pas de conception de la politique, conception de qu'est-ce qu'est la guerre. Puis je les comprends de se préserver de tout ce côté-là. C'est un métier qui est particulier. C'est un métier où la nature du métier n'est pas qui est contraire à beaucoup de valeurs. Donc, c'est cette sensibilité-là que je n'avais pas avant de recevoir ce téléphone-là du Service national des enquêtes. Mais qu'est-ce que tes collègues, ils en pensent de ça? Des gens qui... Les gens autour de moi ont aussi été voir les segments qui avaient été identifiés. Il n'y a pas personne qui a dit « tu as révélé quelque chose qui fait que ça va à l'encontre de la loi sur la défense nationale ou le code criminel ». De toute évidence, j'ai fait les choses de façon correcte. Ouais. Par contre, pas qu'ils étaient tous d'accord, mais les gens aussi reconnaissaient peut-être que ça peut être un sujet sensible pour la population. Fait que ça a été ça qui est sorti de ça. C'est sensible parce que il y a des enjeux là-dedans qui sont plus grands que l'individu. Exactement, qui sont plus grands que l'individu, mais peut-être revoir l'information qui est divulguée, mais je pense que l'expérience humaine derrière ça, le témoignage des autres expériences humaines que tu as pu voir à travers ton vécu, à travers ton parcours, je pense que c'est important parce que je pense que les politiciens et même les gens qui n'ont jamais été impliqués dans cette situation vont voter pour des... Tu sais, c'est facile de prendre des décisions sur papier. Oui, on y va, oui, on fait ça, sans savoir comment c'est quoi, sans contextualiser la décision. Mais est-ce que tu penses qu'une partie de la population, peut-être même une population plus vulnérable au niveau de la santé mentale, devrait être préservée de certaines informations? Puis je ne parle pas juste de l'armée, dans la vie en général. Non. Non. C'est à toi de choisir si tu l'écoutes ou pas, je pense. Après, peut-être que c'est parce que j'ai 40 ans, je ne sais pas moi. Mais on est non, mais ça fait partie d'un travail d'expression, c'est oui, pas important. Oui, et le travail journalistique est très important. Je ne suis pas à faire du travail journalistique, je suis là à témoigner de mes expériences dans différents podcasts avec des gens que je connais, il y en a d'autres que je connais moins bien, mais à chaque fois, j'essaie de le faire en faisant attention à tout le monde. Je comprends. En fait, j'ai l'impression que c'est difficile à y arriver. Tu ne feras jamais le bonheur de tout le monde. Il y a toujours des gens qui vont être détracteurs, il y a des gens qui, par jalousie, par envie, peu importe les raisons, vont vouloir te voir effacer de l'espace public. Parce que c'est ça l'enjeu, c'est d'exister dans l'espace public. Et aujourd'hui, pour exister dans l'espace public, je crois, puis j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus, est-ce que tu penses qu'il faut être plus politiquement correct que les lois et les règlements du pays? Je sais pas. En même temps, Steven, C'est trop lourd? Non. Je pense que... il y a une personne avec qui je pouvais en parler et c'est toi. Je comprends, puis je suis flatté, mais ta réalité, c'est pas la même que... Et c'est ça qui est difficile dans ton cas. C'est pas la même que 95% des gens. Mais toi, tu me dirais de continuer à témoigner, moi, je te même dirais si ça va choquer certaines personnes. Si tu as le goût de le faire, de continuer à témoigner sans nécessairement divulguer. J'ai moins le goût de le faire si des gens se sentent pas bien, mais je parle beaucoup de l'armée. Je parle des fois de certaines batailles que j'ai eues. Et ça va réveiller, ça va être un déclencheur pour plusieurs vétérans militaires. Mais ça, Steven, là, je vais t'amener sur quelque chose. Mais là, on n'est pas là. Non, mais je vais t'amener sur ce que Pascal Mailloux nous a parlé, l'unicité. Ce qui fait de toi, c'est toi, c'est ton vécu, c'est ce que tu as vécu. Et, à mon sens, dans ce que tu es par rapport à la population civile, tu as presque un devoir d'éducation et d'information sans tomber dans... Non, mais attends. Je pense pas que j'ai un devoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est tu es là et tu as ton background. Il a vécu des choses que tu n'as pas vécues, que j'ai pas vécues. Tu as vécu des choses qu'on n'a pas vécues. On a tous un bagage. Et à travers ça, on fait découvrir des choses à des gens et on fait évoluer tout le monde. Puis lui, il nous parle de tout ce qu'il a vécu au niveau des différentes ambassades où il a vécu et tout ça. Justement, c'est là où est-ce que j'aimerais qu'on aille. J'aimerais ça que tu me donnes un petit peu comment ça l'a été pour toi de grandir peut-être dans un environnement où est-ce qu'il fallait que tu contrôles un peu ce que tu disais de façon publique, où tu contrôles ton comportement. Est-ce que tu as eu à faire face à ça? Non. Pour être honnête, j'étais un enfant.
Et puis en fait, Donc, maintenant, je fais juste récupérer la somme des expériences que j'ai eues, mais c'est juste dû au fait que j'ai vécu dans plusieurs cultures, plusieurs pays différents. Oui. Et ça m'apporte une richesse au niveau de mon expression artistique, mais t'as jamais senti le fardeau de ben non. il y a toujours quelqu'un qui me regarde, il y a toujours les caméras sont sur moi parce que non. Fait que Tu t'as vas me été confondre avec Jack non, Ryan. non. mais t'as été préservé de ça parce que Oui, parce que j'étais jeune, mes parents ont fait une bonne job. Exact. Oui. Bon, on va les saluer. Oui, mais salut papa, maman. Papa est plus avec nous, mais salut maman. Mais honnêtement, à l'âge de 10 ans, j'étais allé dans des pensionnats en France. Oui. Et en fait, je comprends. Est-ce que parce que tu étais délinquant ou Non. C'est des pensionnats, là, école privée, château, repas, 4 fois par jour. C'était vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et ça j'apprécie ça. J'ai encore du mal à l'apprivoiser aujourd'hui parce que. Mais tu as une très bonne éducation, entre autres, à cause de... Grâce à ça, oui, bien sûr. Et même... J'allais dire ce placement-là. Oui, c'est un placement. C'est un investissement dans ton éducation que tes parents ont fait. J'ai rencontré des gens du monde entier, mais ça n'a rien à voir avec... tu sais, on était quand même dans un monde juvénile, enfantin, où on expérimentait des choses, on avait des activités. C'est intéressant d'entendre ça. On faisait du sport, on faisait du... C'est pas comme toi, tu sais, encore une fois, je veux dire, on a des similarités dans le sens où on a des similarités dans le sens où on a été dans un pays chaud, toi et moi. Oui. Mais les situations et la manière dont ça nous a affectés est complètement différent. Moi, c'est vrai que j'ai eu certains repères qui n'ont pas été là à travers ma vie adulte parce que j'ai été loin de la maison familiale. Oui. Et qui sont venus plus tard, comme les repères, comme, mettons, certaines maturités émotionnelles, peut-être même professionnelles aussi à cause de ça. La maturité émotionnelle est arrivée beaucoup plus tôt dans ta vie? Non, plus tard. Plus tard? Ouais. OK. Parce que, moi, je me suis fait conseiller par des gens de mon âge, mais c'est pas toujours la même expérience de vie, c'est pas les mêmes intentions. J'aurais aimé être entouré de plus d'adultes quand j'avais 12 ans. Mais ça a fait en sorte que je suis devenu humoriste, peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais c'est pas la même affaire. Mais pour revenir à ta question, je pense que, encore une fois, c'est une question de désir. Si tu as le goût de le faire, fais-le. Sinon, on comprend aussi. C'est normal. Tu fais ce que tu as le goût de faire. Mais je pense aussi que peut-être que les gens t'ont contacté aussi par prévention et non par réaction. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est intéressant. Avant que tu ailles plus loin, j'aimerais te dire que cette porte-là que tu vas ouvrir, tu vois, je pense qu'ils t'ont... Une sorte de bienveillance. Ouais. C'est intéressant, hein? Bienveillance, genre, dans le fond, parce que tu sais, maintenant, aux États-Unis, il y a plus ça. Les gens qui ont popularisé à travers des chaînes YouTube leur expérience à l'étranger, dans le service militaire et qui ont commercialisé ça, les livres et tout ça. Entre autres, peut-être qu'eux autres, ils sont comme genre, nous, on veut pas trop... Il y a un ancien membre du GTF, Joint Task Force 2 au Canada, qui est allé aux États-Unis faire un podcast. Entre autres, son nom, c'est Alexander Dallas. Puis, révélé beaucoup d'informations qui étaient très choquantes. Et puis, je sais que, en tout cas, je ne suis pas certain, mais il y a un oui-dire qui disait qu'il y aurait eu une mise en demeure qui aurait été envoyée parce que, justement, possible que l'information était compromettante pour la sécurité nationale ou pour autre chose en général. Anyways, je me pose encore des questions. C'est sûr que ça me fait réfléchir. J'ai envie de continuer à exister. J'ai envie de continuer à témoigner, mais c'est sûr que dans ma tête, il va toujours avoir maintenant, là, pas un filtre supplémentaire, mais du moins cette conscience-là. Une conscience, c'est correct d'en avoir une, mais en même temps, maintenant, tu es un citoyen privé. Si tu étais encore au travail pour le gouvernement, c'est une chose, mais tu es un citoyen privé maintenant, et puis la liberté d'expression, elle est où? C'est ça qu'il faut poser. C'est ça qu'il faut se poser comme question parce que c'est très important. Oui. Parce que sans ça, comment tu vas vivre si tu ne peux pas exprimer ton vécu et ton identité? Je vais vivre constamment comme je le vis présentement. J'ai l'impression de vivre même comme civil parce que je porte le chapeau du vétéran. Je vis avec la responsabilité de bien me conduire, de ne pas dire des conneries. J'ai encore, on dirait, cet endoctrinement-là d'avoir un bon comportement, de me conduire bien en société. Tant mieux, man. Et je le fais parce que je suis comme ça dans la vie, mais c'est quand même une responsabilité. Bien sûr.
Parce que souvent, tous ceux qui ont... Les premiers répondants aussi, probablement, ont ce même sentiment-là, même une fois qu'ils sont retraités. Tu as vécu avec un uniforme, les gens t'ont regardé aller, ils t'ont filmé, ils t'ont pris en photo, et la petite écart de conduite va être rapporté et tu vas devenir cet écart de conduite-là. Donc, ce que tu représentes, puis même si je ne représente pas les anciens combattants, je suis un ancien combattant. Des fois, je parle au nom d'anciens combattants et je ne représente pas aucun regroupement. Mais par contre, je sens que parce que je fais partie de ce groupe-là, il faut que je fasse très attention. Le devoir de droiture. C'est comme moi avec ma communauté. Moi, je ne parle pas pour tous les Noirs et toutes les minorités visibles. Ah non? Mais je suis quand même Bruno. Exact. C'est vrai. Je suis quand même Bruno, mais je sens une partie de responsabilité quand, mettons, j'ai des trucs dans la culture québécoise, des rôles et tout ça. Les gens me regardent et les gens pensent régler souvent, parfois, les problèmes de société à travers quelqu'un qui voit à la télé, genre, il faut être comme ça, il faut dire ça, il faut être, tu sais, règle tous les problèmes maintenant en 15 minutes. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en société qu'on va les régler. Est-ce que tu sens un devoir encore une fois, comme moi, de bien te comporter, de ne pas faire de faux pas, parce que sinon, c'est une communauté peut-être qui va être... Non, je sens un devoir parce que c'est moi qui me l'impose, moi en tant qu'individu. Si j'étais chinois, blanc... Est-ce que tu penses que ton éducation a teinté un petit peu cette volonté de... Ça a influencé ça m'a influencé de bien me comporter. Excuse-moi, hein, je regarde souvent Steven. C'est bien correct. Moi, je fais juste la mise en onde. On n'est même pas rentré dans le podcast. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti que je devais dire ça. Je n'ai pas parlé. Le podcast n'est pas encore commencé, on est dans le prélude. Non, mais j'ai un devoir, moi, en tant qu'individu, de par mon éducation, de bien me comporter. Et puis, je ne suis pas toujours parfait. Mais ce n'est pas parce que j'ai le sentiment de représenter une communauté. Je pense que Martin Luther King a dit « Juge-moi judge me by the content of my character, not the color of my skin. » Juge-moi par le contenu de mon caractère et non par la couleur de ma peau. J'essaye d'être jugé par le contenu de mon caractère. Maintenant, je suis aussi conscient que mon apparence appartient à une communauté qui a été désavantagée, discriminée. Je suis conscient qu'il y en a toujours de ça. Mais moi, en tant qu'individu, je suis plus fort que ça. Bruno, je ne sais pas si je raconte des... Non. Du sens ou... Non, c'est beaucoup de sens. LSD. Non, tout va bien. Tu fais du sens pour moi. Okay, il n'y a pas d'éléphant rose à côté de toi. Pour 2 personnes, je fais du sens. Mais si c'est 2 personnes, c'est 2 personnes importantes. Non, ça fait beaucoup de sens. OK, cool. Beaucoup de sens. Tu es d'origine sénégalaise. Oui. C'est quoi la relation que tu as encore avec les Sénégalais, ou du moins le Sénégal, ou les communautés sénégalaises à Montréal? C'est ça. C'est pour ça que je m'en veux. J'étais tellement déconnecté de la communauté que maintenant, j'aimerais ça y retourner plus souvent. Réintégrer un peu cette culture-là? Oui, exactement. Parce que plus tu vieillis, plus tu veux retourner aux sources. Et puis, je sens que j'ai manqué plein d'affaires au niveau de mon développement personnel parce que je n'ai pas été lié au pays. Et puis, moi, maintenant, je comprends mieux les Québécois avec l'âge de préserver l'identité, préserver la culture francophone. Mais aussi, j'ai un côté pragmatique aussi, dans le sens où je sais le monde dans lequel on vit, puis il faut s'outiller pour pouvoir prospérer dans le monde dans lequel on vit. On n'a pas le choix d'évoluer dans la société. Je ne suis pas du genre... J'essaie de pas laisser mes émotions entraver ce qui est pragmatique. Je sais que le monde en Amérique du Nord, on fonctionne en anglais, tu sais. Là, on part sur une tangente de genre... Mais tu sais, si tu veux prospérer, si tu veux bâtir une entreprise... Il faut que tu sois international. C'est ça. Exactement. Mais en tout cas, bref. Tout ça fait du sens. Mesdames et messieurs, après, bienvenue conférence, au Soundcheck Podcast. J'ai envie de l'appeler un Soundcheck Podcast Studio. Pourquoi? Parce que j'ai quand même 5 personnes devant moi. On est en direct de l'Expo Trois-Rivières. Oui. Mesdames et messieurs, vous reconnaissez Fred Gamache, qui est... mon co-animateur, sidekick, mon Yann Terriot à moi. Je ne sais pas si c'est encore drôle, mais je le dis encore de cette façon-là. On est à l'Expo, en direct de l'Expo Trois-Rivières. On est diffusé sur plein de plateformes, puis je fais le tour dans pas long. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pas beaucoup de monde en studio aujourd'hui parce que, vous le savez, il y avait une tempête. Certains endroits, il y avait des orages. Certains endroits, il y a eu peut-être un début de tornade, je ne sais pas. Il y en a eu quelques-unes au Québec, dans l'Est ontarien. Puis, du moins, ça a tombé fort. Nous, on a eu en une sorte que le site
Le site est vide présentement, puis là, les techniciens s'affairent à couper le courant, puis à s'occuper de l'équipement. On avait un spectacle ce soir, un mini-gala d'humour. Bruno Lee était la tête d'affiche. Non, peut-être, on ne sait pas, parce que les organisateurs n'ont pas encore complètement annulé le spectacle de 21h. Mais on est ici jusqu'au 15 juillet, et jusqu'au 15 juillet, on a un podcast à 6h30. Et on a un mini-gala d'humour à 21h, ici en direct de la Place Mazza. Merci beaucoup à l'Expo Trois-Rivières de nous inclure cette année dans leur programmation. Et ça me donne la chance de faire découvrir des artistes. Et le Soundcheck Podcast, c'est un podcast humoristique. On va à la rencontre d'humoristes, de personnalités connues, personnalités publiques. Vous apprenez à connaître leur parcours, leur personnalité, leur sens du punch. Bruno Lee est mon invité aujourd'hui. On a commencé en parlant de moi, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé le feedback que tu m'as donné par rapport à ta réalité. Et puis ça va me faire réfléchir. Puis à chaque fois que je discute avec toi, Bruno, tu me fais réfléchir sur plusieurs aspects. 150 balles la minute, mon vieux. C'est correct. Vu que je fais du sang, c'est bien. Oui. C'est plus cher que la thérapie, hein? Vrai? Oui, en fait, c'est trop cher. Tu me fais penser à un pirate, même. Écoute, Si il tu y a te bouches un l'inflation, le taux d'intérêt est passé à 5%. Tout va bien. Les Mais le taux directeur est passé à 5 Oui. donc, Le taux directeur. Oui, il n'y a pas un taux d'intérêt qui est à 5 On tourne autour de, je pense pour une maison, autour de 7 Il va y avoir un stress test, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de crise de maison qui est achetable. C'est ça que ça veut dire. On est diffusé sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast. Merci. Si vous n'êtes pas là, allez vous abonner, activez la cloche, puis vous allez avoir tout le reste. Du contenu promotionnel, des exclusivités et surtout aux 1000 premiers abonnés, un des 1000 premiers abonnés, je donne 1000 $ en argent. Je fais ça pour avoir la chaîne de... Nice. Où est-ce qu'on s'abonne? Pas parce qu'on n'est pas encore monétisé, on l'est, mais juste pour augmenter le fanbase. Où est-ce qu'on... Juste aller sur Soundcheck Podcast, sur la chaîne YouTube, et on fait abonner. On active la petite cloche. Après ça, on est en business. Et aussi, on est sur, bienvenue, ceux qui sont sur Gatineau.tv, sur Vidéotron, parce qu'on est à la télé, TVC Basse-Lièvre. Merci d'être là. Très bientôt sur ma télé. On est partout. On est à la radio sur Unique FM 94.5, en audio sur bougeradio.ca, iHeartRadio, Spotify, Balado Québec et Apple Podcasts. Écoute, c'est beaucoup de plateformes. Qu'on était à la télé, j'aurais mis mon nœud papillon. C'est beaucoup de plateformes pour dire qu'on a à peu près 13 abonnés. Et on est aussi en direct sur le Facebook de l'Expo de Trois-Rivières. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pas parce qu'on a vécu un avarie climatique. J'aime ça. Parce qu'on sait que tu es là, j'augmente mon niveau de vocabulaire. Ah, c'est pas nécessaire. Non, parfait. Je vais redescendre sur le plancher des fâches, je vais retourner à Limoilou. Ce que je veux dire, c'est que même si on a eu ça, ben, les gens ont dû quitter le site. C'est sûr, pour des mesures de sécurité. Il est possible que les organisateurs nous ouvrent le site à nouveau, que les spectacles continuent et continuent jusqu'à la fermeture du site de l'Expo. On est ici jusqu'au 15 juillet. Là, je vois les gens dehors. Ça commence à bouger. Il a arrêté de pleuvoir. Ouais. Donc, on va souhaiter le mieux pour la suite, mais on est ici, on est en sécurité, on a alcoolisé Jean-Guy Talbot. Où est-ce qu'on présente le Soundcheck Podcast? Et je suis avec un ami, Bruno Lee. On a un commanditaire. Et c'est important de parler des commanditaires. Lesbonspirates.ca. Fred, spin that shit, but... Lesbonspirates.ca, oui. C'est super simple. C'est pour protéger votre ordinateur et c'est valable pour les entreprises comme pour les particuliers. Parce que votre ordinateur, je vous l'annonce, il n'est pas en sécurité. Ça peut arriver n'importe quand que vous recevez un courriel. C'est votre belle-mère qui vous envoie une belle photo. Et vous ouvrez la photo. Et là, paf! Ton écran est rouge, c'est marqué « Envoie-moi 50 000 $ en Russie, sinon tes données sont scrap ». Avec les bons pirates, tu éteins l'ordinateur. Tu prends ta clé de bon pirate, tu la mets d'un bord. Tu prends ta clé, ton backup que tu as fait avec les bons pirates, tu le mets de l'autre bord. Tu rallumes, tu pèses sur Enter, puis dans 15 minutes, ton ordinateur est revenu. Puis le pirate, il arrive quoi? Ah, bye-bye, le pirate. Mais le pirate ne se fait pas pogner parce qu'il est en Inde de quelque part. Non, mais il ne t'a pas pogné toi. Non, il ne t'a pas pogné. Il va aller pogner quelqu'un du troisième âge. Fait que tes données sont en sécurité et pour les entreprises, il y a aussi le serveur de données Newtok qui est hébergé au Canada et qui est en parfaite sécurité et totalement sécuritaire. Voilà. Tu dis? Puis même pour les grandes entreprises, et je ne sais pas, corrige-moi si je me trompe, incluant les multinationales, ben le redémarrage d'entreprise, tu n'es pas pogné dans un cloud qui est ailleurs du Canada. En fait, c'est ça. On a de la complexité à retrouver les données, mais ça se fait pratiquement à l'intérieur de 24 heures. En fait, pour la très grande majorité de nos clients, sinon la totalité jusqu'à maintenant, on redémarre une entreprise de 50 à 100 employés en dedans de 24 heures. Ça inclut le serveur de données, les ordinateurs, les sessions, etc. Oui. Bruno, tu es un warrior, tu es un combattant parce que tu t'es emmené sur le site de l'Expo de Trois-Rivières.
avec toutes les conditions climatiques qu'on connaît. Et là, j'ai vu à peu près tout le spectre médiatique à l'intérieur des réseaux sociaux. Bon, on a passé par la tornade catégorie 5 jusqu'à la petite orage. Est-ce que tu penses que les médias sont beaucoup trop, du moins les gens sont beaucoup trop alarmistes dans la vie? Ça dépend pourquoi. En général, oui, je dirais, mais aujourd'hui, c'est quand même c'est particulier. Là. Je pense que le Québec est affecté, pas le Québec, mais il y a une région. Quelle région? Mais on est beaucoup affecté par les tornades et tout ça. Je pense que c'était Trois-Rivières. Oui, mais on voit les manifestations climatiques augmenter, on le voit, mais est-ce que ça nécessite nécessairement d'être alarmiste et d'imposer, pas d'imposer, mais de ce que ça fait sur les réseaux sociaux, puis je vais parler des réseaux sociaux, puis des médias après, puis le gouvernement, ça sera une autre entité. J'ai l'impression que de la population, les gens sont beaucoup trop alarmistes et imposent à certaines personnes la peur. La peur qui... C'est ça qui fait cliquer des Clickbait. articles. Clickbait, on appelle ça. Ouais. Clickbait en français, ça c'est clickbait. Est-ce que tu penses que ça peut exacerber des problèmes de santé mentale? Oui, bien sûr. Parce que j'ai eu à gérer Bien deux sûr. crises de panique ici Bien sûr, lors bien sûr. de l'orage. Il n'y avait pas de danger, personne n'était en Bien danger. sûr. Et c'était même pas une tempête tropicale ni une tornade. Non. C'est pour ça un que orage. je prends C'est des ça. pauses d'Internet de longues heures, voire Ah des oui? journées. Ben oui, parce que c'est tout ce qui est négatif, tout ce qui est... je te donne un exemple. C'est maintenant sur mon... Et là, on dévie un peu le sujet des températures et tout Oui. ça. Souvent, je tombe sur des vidéos américaines de police aux États-Unis qui arrêtent des gens, puis ça se passe mal, en fait. Oui. L'intervention se passe Moi mal. aussi, je Mais suis sûr. t'en regardes une, tu vas en avoir 12 Oui. après, de suite, comme ça. Et puis après, tu vas te construire une autre réalité dans ton esprit. Mm. Alors que Parce que c'est pas toujours comme ça que ça se non, présente. ça, c'est peut-être les 15% des interventions qui sont Puis le- comme ça. Et puis le reste, ça se passe super bien, mais tu verras jamais une intervention Une belle qui se passe arrestation. super bien avec un policier qui se fait proposer un café. C'est pas intéressant, ça. Si dans un quart de travail, tu as 30 cartes d'appel, tu as 30 appels sur lesquels tu dois répondre, puis il y en a un qui ne s'est pas bien Tu passé. vas t'en souvenir. Tu vas t'en souvenir, mais c'est quand même une statistique qui n'est pas si pire. Mais encore là, d'entrée de jeu, ce que j'aimerais dire, c'est que est-ce que tu connais la loi aux États-Unis? Est-ce que tu connais la loi dans l'État dans lequel la vidéo a été extrait? Tout ça, et les gens n'ont pas de connaissances et souvent vont appliquer ce qu'ils connaissent de notre société du Canada et vont l'appliquer aussi aux lois américaines. Puis ça, c'est probablement des grandes erreurs à faire parce que les États-Unis ne sont pas le Canada et on ne se ressemble pas en beaucoup, beaucoup de points. Et moi, je trouvais que c'était beaucoup de peur parce que, puis j'aimerais ça avoir ton opinion là-dessus. J'ai l'impression que plus ça va mal dans une société, puis je pense qu'on s'en va là. Je pense que ça va de plus en plus mal. Plus des problèmes de santé mentale vont faire surface et plus les gens, à chaque petite chose, vont vivre une exacerbation. Oui, Si ça allait bien, tout le monde a du bonheur, tout le monde a de l'argent, il n'y a pas personne qui est stretché. ouais, Une tempête comme ça va passer beaucoup plus facilement ouais. que si tout le monde a le couteau dans les dents, que les hypothèques continuent de monter, que la personne est sur le bord de ne pas faire manger ses enfants pour ne pas perdre sa maison. J'ai l'impression qu'on s'en va davantage vers, oui, plus de phénomènes météorologiques, phénomènes climatiques dus au réchauffement de la planète, mais ce qu'on vit aussi, c'est qu'on vit probablement une augmentation des problèmes de santé mentale De l'anxiété. oui, tout ça, ouais. due Au stress. au stress. Au stress. On vit présentement, puis C'est un fléau, hein. on porte C'est- combien de ouais. chapeaux aujourd'hui dans une vie? On en porte trop, à mon avis. Tu sais, les bouchées sont beaucoup trop grosses. Puis là, on vient qu'à se mettre à risque pour dans plein de sphères. Et ça fait en sorte que tes piliers que tu dois prendre soin, puis je te parlais tantôt, tu sais, de bien manger, le sommeil, puis de toutes ces choses-là, bien, c'est eux qui vont souffrir, puis plus que ces piliers-là vont souffrir, plus que tu risques, du moins, de développer des problèmes de santé, que ce soit mental ou physique. C'est sûr que ce que je remarque, puis je suis pas à l'abri de ça non plus, hein. C'est beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, comme tu viens de le dire, beaucoup de... Et c'est un fléau. Mais le problème, c'est que c'est dur d'adresser des mesures pour aider les gens parce que c'est invisible. C'est Oui. pas comme te faire mal au bras, te faire mal au genou, puis là tu vas chez le médecin, si tu en trouves un, là, parce que je sais que de nos jours, c'est pas évident.
C'est de plus en plus évident, je crois. C'est, de trouver un médecin? Ben, je pense que c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille, mais je pense que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour donner un médecin de famille. Je pense que l'accès à un médecin de famille aussi peut être plus facile que ça l'était. C'est pas parfait. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent encore sans médecin de famille, mais je pense qu'on rame dans le bon sens parce que par personne interposée, puis moi, je ne fais pas partie de ce système-là dans le sens que je suis en Ontario et aussi je fais partie d'une clinique privée pour des soins que je veux très rapides dans ma condition. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Rappelle-moi ce que je voulais dire. Je parlais du fait que, genre, quand c'est physique, il y a des mesures appropriées pour ça. Oui, quand c'est mental, c'est dur à quantifier, c'est dur à mesurer le progrès, c'est dur à déterminer un diagnostic. C'est vrai. Mais mon propos que je voulais dire, c'est que maintenant, si tu n'as pas de médecin de famille, il y a un guichet sur Internet pour avoir un rendez-vous avec un médecin de famille. Oui. Et là, l'accès au médecin de famille tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital, tu n'as pas besoin d'aller à l'urgence pour rencontrer un médecin de famille. Là, souvent, probablement qu'il manque des places horaires et il manque des spécialistes de la santé, mais au moins tu as ça qu'il n'y avait pas avant. Donc, à mon avis, on fait des progrès. C'est pas parfait, mais on avance dans le bon sens. Puis à chaque fois, je le dis, puis je trouve ça important, les politiciens et les directions ont à composer aussi avec les syndicats au Québec, entre autres. Il y a des syndicats partout au Canada, mais au Québec, et c'est pas nécessairement facile. Pour plein de raisons. Mais j'embarquerai pas là-dedans. Mais eux aussi, même s'ils sont pleins de bonne volonté, sont pris avec l'administration dans l'appareil public. C'est comme ça. Je suppose qu'on s'en allait avec ça, mais j'ai envie tout de suite, d'entrée de jeu, de dire que tu es en spectacle. Tu es en spectacle toute l'année. Normalement, tu fais le circuit des bars, mais aussi tu te produis à la télé, tu te produis dans certains galas. Tu roules ta bosse, ça fait maintenant plusieurs années dans le monde de l'humour. Ça doit faire 12 ans maintenant. 12 ans? 13 ans, oui. Mais tu gagnes bien ta vie avec ça. Tu as un spectacle solo qui s'appelle Aristocrate. Et je vais nommer les dates. 28 septembre, parce qu'il y a d'autres dates qui vont s'ajouter, bien entendu. On est dans la période où est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on va produire dans l'année. 28 septembre, tu es à la salle Fenn Place à Longueuil. 13 décembre, tu es à l'Assomption au Vieux-Palais. Et le 24 mars 2024, tu es au Boc et Bière à Sherbrooke. Plusieurs d'autres dates vont s'ajouter. En fait, brunoli. Levraibrunoli.com. Levraibrunoli.com. Pourquoi tu as dit le vrai? Parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle Brunoli. C'est qui? C'est mon site web qui s'appelle levraibrunoli.com. Mais sinon, sur mes réseaux sociaux, c'est Brunoli, L-E-E, parce que 99% des gens, et puis ça, c'est pas de leur faute, ils pensent à Bruce Lee quand ils me voient. Ils entendent Brunoli, puis comme Brunoli, c'est L-E-E. Mais moi, mon nom de famille, c'est L-Y. Fait que mon username, mon nom d'utilisateur sur Instagram et Facebook, c'est Brunoli, L-E-E. Okay. Brunoli humoriste. C'est qui l'autre Brunoli? Brunoli, sur mon site web, il y a plein de Brunoli, je pense, dans le monde. Mais sur le site web, c'était déjà pris brunoli.com. Est-ce que j'ai mis le vrai Brunoli? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a acheté le nom de domaine puis il t'a demandé 10 000 $ pour l'avoir? Non. C'est combien qui coûtait ton nom de domaine? Il coûtait 49 $. Ça mais peut-être que à la lumière de ce que tu viens de me dire, je contacterai la personne pour qu'il me vende son domaine. Ou tu lui dis de juste disparaître. À quoi on peut s'attendre dans ton spectacle solo? Les gens peuvent s'attendre à quoi? Un peu de mon parcours, du fait que on en a discuté un peu au début du podcast, mon parcours à vivre dans d'autres pays, comment dirais-je, un peu ma philosophie par rapport à une vie que je juge pour moi en fait mes valeurs, mes priorités. Et puis je pense qu'à travers ce spectacle-là, il y a beaucoup de gens qui vont se voir aussi. On parlait de Bruce Lee. Ouais. Qu'est-ce que Bruno Lee, une particularité qu'il y a avec Bruce Lee? C'est une colle, ça, hein? On a zéro particularité, à part le fait qu'on a peut-être... Un bon kata. À part ma petite bédaine, on a la même shape peut-être, mais sinon... OK. Il n'y a aucune ressemblance avec non, Bruce Lee? Non, aucune. À part le fait que les gens disent souvent « ça s'écrit comme Bruce Lee ». Écoute, si ça peut les aider à me retrouver sur les réseaux sociaux ou sinon à engager la conversation pour apprendre à les connaître, tant mieux. Mais là, j'ai pas de particulier. Est-ce que tu aimes ça quand les gens vont à ta rencontre? Oui, bien sûr. Mais il y a des artistes qui sont davantage plus introvertis, qui ne souhaitent pas nécessairement le contact. Ils n'ont jamais fait de service à la clientèle. Ça, c'est pour ça. Moi, j'ai fait beaucoup de service à la clientèle
dans ma vie professionnelle. Veux-tu nous en Je sais parler? que c'est important. Je travaillais dans des centres d'appel, je travaillais au comptoir de location de voitures. J'ai eu une vie, moi. Moi, j'ai professionnelle. besoin, j'aimerais ça avoir une anecdote d'un centre d'appel que la personne t'a vraiment tapé sur les rognons. Moi, je me souviens, quand je louais des voitures, il y a des gens qui venaient sans permis, avec des photocopies de leur permis. C'était des Français. OK. Français, souvent, ils venaient avec des photocopies. Ils disaient, ah, ça, c'est bon. Ah, OK. Toi, dans ton pays, à toi, en France, tu conduis avec la photocopie de ton permis. Je veux dire, J'imagine que c'est le même principe de la peur de se faire voler des données. Tu sais, les passeports, les gens voyagent avec des copies de passeports à l'extérieur de leur chambre d'hôtel. Tu traverses les douanes, tu présentes ton passeport. Après ça, tu fonctionnes avec ta copie parce que si un jour tu es hijacké... Peut-être en 86, mais là, maintenant, il me faut ton vrai document. Ah oui, hein? Ah, maintenant, ça prend ça. Sinon, écoute, tu peux refaire... Tu n'habites pas dans un pays où il n'y a pas d'informatique. Tu es chanceux de vivre en Europe. Ils peuvent refaire ton permis de conduire. Oui. Ici, si tu perds ton permis je pense de conduire... davantage aux îles, tu sais. Non, mais puis j'ai le Mexique aussi en tête parce que de plus en plus, Cancun est... Tu vas au Mexique, hein? Là, encore là, je ne tomberai pas dans la peur. Cancun est dans je sais pas si c'est après l'échappée au niveau de la sécurité, là. Ah ouais? Mais lorsque tu vois des images où est-ce qu'il y a des tirs à l'intérieur des hôtels, là, il faut que tu te questionnes sérieusement. C'est des événements isolés ou ça? Je pense que c'est des événements isolés, sauf que je suis allé me faire une greffe de cheveux à Cancun et la réalité, c'est que j'ai dû me payer un transport privé parce que le transport Uber et les taxis sont complètement sous le contrôle du crime organisé. C'est sûr. Mais quand tu réalises ça, que si tu prends un taxi, tu ne sais pas dans quelle région tu vas finir. Ça se peut que ce soit le taxi qui te hijack. Tu payes un petit peu plus cher pour être avec le driver de Sunwing. Sur la Sunwing. tête, ils enlèvent le sac sur la tête, le sac noir pour voir où tu vas pas. Là. Tu vois, ils enlèvent ton sac, c'est un gars qui fume un cigare devant toi. Hello, gringo. Ouais. Il y a une caméra, tu es devant une caméra, puis là, il commence à te dire parle à ton gouvernement, parle à ton gouvernement. Dis telle chose, dis telle chose. On veut 10 millions de dollars. Laisse faire, mon gouvernement ne dealera pas avec toi, tue-moi tout de suite. Ça va être mieux. Fait que tu as engagé un chauffeur privé. Oui, chauffeur privé, ça m'a coûté beaucoup plus cher, mais au moins j'avais la sécurité d'esprit qui allait rester à la porte. Je ne sais pas s'il allait être vivant à la porte, mais je t'apprends faire tout le contraire que j'ai dit tantôt. Où est-ce que je dis que les gens ne devraient pas céder à la peur puis exagérer, mais c'était pas de l'exagération tant que ça. C'est ça l'affaire. C'est que je pense qu'on est après l'échappée à Cancun. Ouais, hein? Ouais. Mais juste à Cancun ou dans mais le Mexique, Puerto Vallarta était comme ça aussi. T'sais, Puerto Vallarta était beaucoup moins sécuritaire, beaucoup plus sécuritaire à une époque. Et aujourd'hui, Puerto Vallarta, c'est connu que le crime organisé est bien installé dans la ville. Puis je travaille pas pour le gouvernement mexicain, mais j'ai l'impression que de par l'information que j'ai acquérie, oui. Et toi, si tu avais à donner un conseil, si tu travaillais pour le tourisme au Mexique, l'Office du tourisme au Mexique, est-ce que tu dirais que c'est... Mais je pense que ça dépend si tu voyages avec des biens de valeur. Je pense que ça dépend aussi de ton sexe. Je pense que non, je pense que je ne veux pas dire ça. Tu vois-tu, là, ma petite conscience? Je ne veux pas dire ça, mais faites attention quand vous voyagez. Parce qu'il y a toujours du crime organisé qui vous observe et vont essayer de profiter de vous autres. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre les pires affaires du monde, mais probablement qu'ils vont essayer de prendre avantage sur vous parce que le gouvernement ne contrôle pas la sécurité, ne contrôle pas la police, c'est souvent très, très, très corrompu. Puis là, je nommerai aucun pays, mais d'avoir ça conscient dans sa tête. Puis on dirait que quand j'étais jeune, les voyages backpack, pour moi, c'était inoffensif. Puis c'est pas au travers des films que tu vois ça, mais quand tu vas juste sur les sites du gouvernement puis de voir la menace potentielle, puis ils vont te donner des avis pour voyager, tu réalises qu'il y en a peut-être un danger. Il y en a peut-être un, et souvent, peut-être qu'on est trop pas ignorant, mais qu'on ignore un peu des fois les risques. Bien sûr. Pour notre propre bénéfice. Mais ça ne met pas juste des fois nous à risque, mais ça peut mettre notre gouvernement à risque. Ça peut mettre aussi des amis ou de la famille qui voudraient aller te chercher ou de sortir du pétrin. Tu sais, des fois, de se mettre dans la marde. Je pense que maintenant, quand tu voyages, surtout ça dépend des pays, il faut faire la recherche sur le pays dans lequel tu vas et toujours vérifier où est l'ambassade. Oui, où est le consul. Ouais, et toujours dire à quelqu'un où tu vas. Mais mettons, si tu vas faire du backpacking, je ne sais où, là, des endroits où
où il faut les téléphones. Ouais, satellites. ouais, Il y a ouais. des gens qui aiment s'échapper, je ne sais. Toujours dire une personne ou deux où tu vas, dans quel endroit tu vas, et puis que si la personne n'a pas eu... Peut-être que c'est moi qui regarde trop de films, là, mais si tu n'as pas eu de contact en X nombre de jours, Oui. ben, Mais tu sais, partir- telle Mais démarche. j'ai encore des mécanismes de sécurité avec des amis proches lorsque je m'en vais dans un pays. Exemple, je suis allé, pas en Colombie, au Panama. Et si je sortais de l'hôtel puis je prenais un transport public ou je prenais un taxi, j'envoyais ma location à mon ami et je te dis, je m'en vais faire ça et quand je vais revenir, je te dis juste, je suis revenu puis je sais, Mhm. si je t'envoie pas un message, ben contacte-moi puis Ouais, c'est fort bien probablement, ça. je vais avoir oublié de te texter, mais j'ai encore ces réflexes-là qui Ouais. ont appartenu à ma formation. Signaler la présence. Oui, exactement. Juste quand que tu sens que c'est un peu risqué, puis je pense que toi, n'importe qui peut Ouais, faire ouais, ça. Choisir sa destination, comme tu en parlais tantôt, tu sais, partir avec un pack-sac aux États-Unis, aller marcher le désert du Nevada ou quelque chose comme ça, c'est pas la même chose que partir en Colombie et traverser la jungle. Exactement. Ouais. Et il y en a qui le font, hein, ils le font. Oui, mais ils peuvent, partent mais incognito, faut être conscient. juste, faudrait qu'il y ait une couple de personnes qui sachent où tu es. tu sais. Oui. Oui, c'est ce que je fais. Bruno, est-ce que tu as envie, avec moi, d'accueillir un invité? Non, Invité qui était on est bien tous les trois. un invité qui n'était pas prévu sur le podcast, mais étant donné qu'il mouille à l'extérieur, c'est un artiste qui devait se produire sur Bien la sûr. place Mazda à l'Expo Trois-Rivières. Il est en attente de l'annulation de son spectacle. Oui, viens tout de suite de l'autre côté, Al. C'est Al Boss, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. S'il y en a, sinon, allez voir ses réseaux sociaux, entre autres, sa page Facebook. Mais c'est un chanteur, mais aussi un songwriter, parce que j'ai vu ça sur sa bio. Et allô, Al, comment ça va? C'est Bruno. Steven, enchanté. Bienvenue au Soundcheck Podcast. C'est Fred Gamache. Salut, monsieur. Juste à prendre place, assis-toi, on va te donner ton micro. Est-ce que tu as besoin d'écouteurs? Tu es à l'aise avec ça. Tu es un pro. Al Boss, tu es un chanteur à la base? Oui. Moi, j'ai fait les compos pendant à peu près 19 ans de ma carrière. À peu près ça, quand je déménageais au Québec. D'après mon accent, tu as deviné que je suis pas québécois. Non, tu es du Nouveau-Brunswick. Moi, je suis newbie, originaire d'Edmundston, juste aux lignes du Québec et des États-Unis. Oui. Fait que, Donc, tu as grandi avec la réalité du Québec aussi. Oui. Écoutez, nous, quand on était jeunes, on fermait les bars à 2 heures et on... T'es allé au Québec Allé au Québec pour terminer la pour l'autre soirée. heure, oui. C'est ça. Jusqu'à 4, 4h30, 5. C'est ça. Puis là, je Attends fais un une petit peu, poignée. je vais juste te tasser. Prends le tabouret, viens-t'en vers moi, puis je veux voir Bruno. Parce que Bruno est mon complice du podcast. Là, t'es beaucoup trop loin. Tout ça est vraiment drôle. Je pense qu'ils sont bons. En effet. T'es-tu correct? Peut-être que c'est là. Je devrais être pas Parfait. pire, là. Si on veut pas, si on vaut pas une risée, on vaut pas rien. Content que tu sois là. Tu devais te produire juste avant le mini-gala d'humour sur la scène de la place Mazda. Là, à cause de l'orage, tu as dû attendre Oui, que l'Expo Trois-Rivières te donne le go d'aller jouer ou de retourner chez C'est vous. ça, on attend encore un peu d'ailleurs. là. Qu'est-ce que tu avais pour les gens sur la scène ce soir? Qu'est-ce que tu avais pour les festivaliers de l'Expo Trois-Rivières? En fait, un show complètement monté de blues, rock, new country. Ça jouait là-dedans, ça partait de Treadley Hip à Zac Brown Band à Luke Combs. J'avais du Doors, du Pearl Jam. Moi, Parce que tu j'étais fais amateur du cover. Ouais, je fais du cover C'est essentiellement ça, là-dessus, là. Tragically Hip, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Doors, Exact. Luke Combs. C'est-tu un Américain ou un Luke Canadien? Combs, c'est un Américain. C'est un Américain? Bon, c'est pas mal le top one présentement dans le new country, qu'est-ce qu'il joue aux États-Unis pis ça. Là. OK. Et tu présentes des covers, mais tu es aussi un auteur. Oui. Et est-ce que tu as une de tes chansons qui a déjà émergé, sortie, présentée à la On radio? a pas de vidéoclips sur YouTube. Oui, j'ai une tonne ou deux qui avait passé à Choix, en fait, Radio X à Québec, là, il y a quelques années, compagnie. J'ai encore une couple de tunes qui virent un petit peu en France parce qu'on avait tourné, on avait fait deux petites tournées en France en 2007 et en 2003. Dans quelle région de la France? On a fait la France à Suisse de Belgique, Côte d'Azur. On a fait surtout à Mons. J'ai fait de Hard Rock Coffee à Paris. Bon, c'est en Belgique, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a été c'est ça, quelques années de même que ça a viré. Là. Je reçois une fois de temps en temps encore un chèque de droit d'auteur. Une fois par année, un petit chèque de droit d'auteur de 13 cents. 13 cents, 14 cents. Je pense que le plus gros que j'ai eu, c'est 50 $. Parce que ça continue à jouer. Ça joue encore une fois de temps en temps. Là, fait que, OK. c'est ça. De ce que j'ai compris, tu étais dans un groupe avant Oui. ou tu avais ton propre groupe J'avais mon propre groupe. qui s'appelait?
Alba, c'est les Yellow Tribes. OK, t'es pas allé très, très loin quand t'es sorti du band. c'est ça n'a pas sorti. Yellow Tribes, donc la tribu jaune, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tous des gens du Nouveau-Brunswick? Non, j'étais avec 2 gars du Québec, en fait, dont un drummer, mon drummer qui venait du Mexique, en fait. Fait que je l'avais rencontré au Québec, comme ça, puis on avait monté ce band-là, un trio bien pénal, moi la guitare et la vocale, il y avait un contrebassiste et un drummer. OK. Pourquoi, c'est une question que je me pose, mais pourquoi il y a tant d'artistes au Nouveau-Brunswick? Est-ce que tu le sais, pourquoi les gens du Nouveau-Brunswick... Il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup de gens qui jouent de la musique. Des bons vivants? Beaucoup de musiciens. Moi, je pense que oui. Tu sais, le festival acadien est renommé à travers le monde. Là, le 15 août, tu t'en vas au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est sûr que tu vas avoir du fun. Peu importe la ville qui est au Nouveau-Brunswick, c'est le party bien raide. Puis je pense qu'il y a vraiment une question de... Est-ce que tu penses parce que les gens du Nouveau-Brunswick ont besoin justement d'action, ont besoin qu'il se passe quelque chose? Ben, en fait, ça se passe à l'intérieur des chaumières au départ? C'est ça, la plus grosse ville du Nouveau-Brunswick, c'est Moncton. On a quelques bons festivals, mais on n'a pas des gros festivals connus. C'est surtout, il y a beaucoup de villes côtières et compagnie. Ouais. Oui, ça se finit souvent. Moi, ça s'est tout le temps fini de même quand j'étais jeune, en partie dans la famille ou en partie avec des chums autour d'un feu. Là. Majoritairement, ça a été ça ma jeunesse. Oui. Bruno, est-ce que tu as déjà performé au Nouveau-Brunswick? Jamais. Moi non plus, je suis jamais allé là. J'aimerais bien y aller. Je sais que mon ami Jesse Surette, qui est acadien, humoriste acadien, très bon humoriste, Jesse Surette. Lui, il vient de là. Il y a plusieurs bons humoristes du Nouveau-Brunswick. Et vas-y, Bruno. Mais lui, je sais qu'il performe beaucoup au Nouveau-Brunswick. Ils sont bien contents de le revoir quand il vient, quand il retourne chez eux. C'est un bon vivant lui aussi, super chaleureux. Je pense que ça se reflète aussi dans leur façon de célébrer. Je pense que ça vient de l'Acadie. Les Acadiens ont été connus pour, non? Un peu. En tout cas, moi, j'ai été élevé comme ça, en fait, là, dans le principe de accueillir à peu près tout le monde, puis avoir bien du fun. Est-ce que dans ta famille, il y a des musiciens? Non, il n'y a pas de musicien dans ma famille direct. Là, ça a été un peu par un concours de circonstances. Là, première guitare d'une maison m'a apporté, puis ça a commencé comme ça s'est arrêté là, mais c'est ça. Concours de circonstances jusqu'à l'autre jour. J'ai aucun musicien. J'ai toujours été adoré la musique, comment il appelle ça déjà? Un musico, je sais pas trop quoi. Quelqu'un qui aime la musique, en tout cas. J'aimais ça la chose. Un adepte de la musique. Oui, c'est ça, un adepte de la musique. Musicophile ou je sais pas trop quoi. Là. Fait que, tu sais, ça a toujours musicophile, ça sonne pas bien, ça. On va dire un adepte de musique. Est-ce que tu écoutes du rap ou... J'écoute de toutes sortes de choses. Toutes choses, toute cette curiosité. Quand j'étais jeune, je tripais bien raide sur les Criss Cross, les MC Hammer. OK. Tu portais ta salopette à l'envers? Ça, c'est l'époque où le rap était bon. Ça, c'est l'époque pas. Le rap d'aujourd'hui, là, c'est terrible. Salopette à l'envers, les pas d'MC Hammer, on se souvient de tout ça, la 15 Touch 10, NWA. Oui, c'est ça, toutes ces choses-là. Puis, en rentrant au secondaire, je me suis mis à tout stripper sur ça, la mode grunge, l'alternative, Pearl Jam. Oui, mais on se cherche dans la vie. Moi aussi, j'ai porté des salopettes à l'envers. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais jeune? Ben, en fait, je me suis cherché parce que je me cherchais dans des gangs. Je me suis mis à vouloir m'intéresser au métal et c'était probablement la pire affaire qui sonnait dans mes oreilles. Je détestais ça au point même ça allait chercher quasiment de l'agressivité à l'intérieur de moi d'écouter cette musique-là. Mais parce que mes amis s'habillaient avec des Doc Martens, puis des Bombers, puis ça tripait sur Slayer, puis Megadeth, puis j'essayais de m'intéresser à ça, puis je me disais, hey, moi, je vais aimer du Fate No More. Puis, écoute, c'était même pas écoutable, mais je voulais une identité, je voulais me faire des amis, j'étais prêt à tout. Puis la musique, c'est une bonne place pour ça. Le rap a été ça, mais le rap m'a accompagné dans ma carrière de basketballeur. Tu sais, le rap, c'était une culture, et le basketball faisait partie de cette culture-là. J'ai adoré encore aujourd'hui, j'adore le rap. Les joueurs de NBA, ils veulent devenir des rappers et les rappers veulent devenir des joueurs de... Honnêtement, je découvre certaines chansons de rap. Justement, mon petit bonhomme, il a commencé à faire du breakdance, en fait, avec une école de breakdance à Québec. Puis, tu sais, il fait des compétitions à Québec dernièrement. Puis, il y a des tunes qui jouent en arrière que tu te dis, écoute, le breakdance part de là aussi, ça reste la danse de rue au principal. Là. Le petit bonhomme, ça fait 2 ans qu'il fait du breakdance à côté, puis il commence à virer sa tête, fait des windmills. Puis tu te dis, mais mon Dieu. Puis là, il y a des tunes en arrière qui jouent, puis c'est comme... Il est à quel âge? 10 ans.
10 ans. Il est avec une école de danse par chez nous qui se spécialise juste dans le breakdance. Puis écoute, Puis les tunes qui jouent en arrière, c'est les tunes qu'on écoutait quand nous autres, on avait 12 ans. exactement, puis remixé, là, genre, justement, l'autre jour, il y avait justement Jump là, de Criss Cross qui jouait, mais genre remixé. Okay. Après ça, il y a eu... c'était pas du rap, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, AMF. Oui. Unbelievable. Oui, très, très bien. Un autre mix, puis là, les jeunes dansent là-dessus, tu disais, écoute, ça revient, c'est fou. Le Festival d'être Québec ont eu Cypress Hill cette semaine. Hein? Oui, c'est un gros show. Mes chums d'enfance sont allés, puis c'est ça, il y avait un buzz, puis ça vous tente d'y aller. Moi, je t'apprécie, puis il y en a d'autres qui avaient des responsabilités familiales, mais c'est le genre d'événement qu'on aurait été pour se remémorer. Puis on parle, tu sais, on dirait que cette semaine, le thème, c'est la nostalgie. Beaucoup de monde de mon âge file nostalgique, puis reviennent à la musique qu'ils aimaient quand ils étaient plus jeunes. Puis ça ne veut pas dire que ça fait juste partie de leur univers, mais c'est une partie de leur univers que c'est le fun de revisiter. Et tu revisites plusieurs covers. Est-ce qu'il y a un band en particulier que tu préfères, un chanteur que... moi, ça a toujours été Pearl Jam. Oui. J'aime bien ce qu'Eddie Vedder a fait en soi, pas juste avec Pearl Jam, même la carrière solo. Il y a une voix spéciale, une ambiance spéciale dans ses chansons. C'est vraiment cool. Là. OK. Qu'est-ce qui t'a donné le goût à la musique? En fait, c'est avoir les premiers. Ta première guitare. Voyager en Asie. Non, mais même T'as pas vu comment les Japonais ils accueillent les stars de musique? vrai. Ah, bro. Toutes les stars, n'importe quelle star. Ouais, mais si tu voulais aller au Japon, dis la vérité. Écoute, Tu vas au Japon? Manger du sushi, le vrai sushi, Un là, bon pas sushi le en sushi deux du chansons, plateau. mais oui. Le sushi du plateau fait avec un peu d'amertume et trop cher. Là, tu Non, sais. non, non. Tu voulais aller au Japon, hein? Eh oui. Avec un gars en kimono. En fait, c'était peut-être plus les Japonaises qui m'auraient intéressé parce que là, c'est ça qui m'a fait en musique. En fait, j'ai vu des amis. Ça, c'est weird. Non, mais j'ai vu des amis, genre, jouer au secondaire. Tu sais, sur le stage, il y avait tout un genre variété musicale, puis les amis, puis là, tu commences à gratter un peu, puis là, tu vois un peu l'interaction que ça fait avec les filles. Tu te dis, hey, OK, c'est le même que ça a commencé. Après ça, il y a l'amour de la musique qui est venu, mais officiellement, c'est sûr. Quand est-ce que tu as senti que, OK, il y a un potentiel pour moi de faire le tour, de faire des spectacles, de me faire connaître, puis d'en faire une carrière? En fait, quand que je te disais qu'on s'avait fait spotter, c'était la première fois, c'était en 2003. À ce temps-là, c'était le MySpace. Tu fait spotter par 3 belles japonaises? Non, c'est même pas ça. OK. Non, c'était par une ça compagnie, marche. ça s'appelle une compagnie de France, de Belgique, de Mons, en fait, qui nous ont écrit par random comme ça. On aimerait ça vous faire la première partie de nos bands ici. Puis, écoute, c'est comme ça qu'on s'est... Écoute, 2 semaines après, on avait des billets de réservés, puis après ça, on partait, ça faisait pas longtemps, puis on allait pratiquer là-bas, puis on s'est mis à tourner dans les radios web là, qui commençaient, Rock en folie, puis ça et compagnie, puis c'est là qu'on s'est aperçu tranquillement que ça venait. Là. Mais tu sais, là, je te parle de 25 ans passés. Là. Oui. C'est quoi tes objectifs de carrière, Al? En fait, présentement, je vais t'avouer qu'avec La pluie au soir, ça, c'est pas bon. Non, mais écoute, j'ai 45 ans. Fait que je sais très bien que... Il y a une urgence de percer. Oui et non. Oui et non. Parce que c'est quoi percer? C'est ça. Quelle est la Percer, définition c'est de quoi? percer? Pour moi, percer, c'est gagner ma vie en musique. Oui. Ouais. Mais voilà. Mais gagner bien sa vie. Et pas juste ça, que les autres autour de toi qui font partie de l'organisation gagnent bien sa vie aussi. Oui. Parce qu'autour d'un artiste, on le sait très bien qu'il y a une équipe. Là. Comme peu importe qui va souvent se monter tout seul au début, mais à un moment donné, quand tu gagnes en popularité, tu as besoin de support parce que la popularité t'amène à avoir des nouveaux défis, d'une charge de travail supplémentaire. Regarde juste ici avec le podcast, on a une équipe qui travaille donc, et c'est important que les gens autour de toi n'aient pas de soucis non plus financiers. Donc, il y a cet aspect-là aussi. J'ai la chance d'avoir une conjointe qui gagne très bien sa vie et j'ai eu des parents aussi qui m'ont tout le temps dit, écoute, t'es-tu si bien d'être, moi je pourrais dire, compétent dans ce que tu fais et gagner moins qu'être incompétent parce que tu as été d'une job que à l'école, ils t'ont dit, hey, vas-y dedans, mon homme. Ouais. On fait partie de la génération, nous autres, ils nous ont poussés partout à être dans les bureaux, à être informaticiens et compagnie. Aujourd'hui, tu checkes un plombier, tu checkes un cuisinier. Aujourd'hui, ils gagnent 30-35 $ de l'heure. Là. Ils n'ont plus le choix parce que c'est les seuls jobs qu'un robot ne remplacera pas demain matin. C'est ce qu'on parlait tantôt, Bruno. Les métiers. On parlait de ça tantôt. On parlait de ça. Mais est-ce que toi, à l'école, on t'encourageait de faire des études où tu vas te retrouver dans un bureau? Oui, ou... à l'école, oui. Mais mes parents m'ont toujours dit, suis ce que tu es
compétent dedans. Tu vas être Ah, bon. t'as eu de la puis chance, tu vas- man. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parents de même. Aujourd'hui, j'ai slacké. Avant la pandémie, je faisais 200 shows par année environ. Puis je me suis comme... La pandémie a fait que je me suis écœuré, on va se dire. Après la pandémie, j'ai décidé, gars, je remonte mes prix et je choisis où je veux aller et avec qui je veux faire affaire. Je le fais plus pour dire, ah, écoute, j'ai une maison payée. À ce c'est comme genre, écoute, j'impose mon prix. Si tu me prends pas, ben, la semaine après, il va y avoir un appel. Parce que sinon, tu vas être à perte ou sinon, il y a quelque chose qui ne te plaira pas. Donc, si tu vas travailler dans des conditions de travail qui ne t'intéressent pas, on dirait que l'attitude, l'énergie va avec. Oh, oui, exact. Mais c'est aussi que, tu sais, Steven, on ne vivra pas tous jusqu'à 95 ans. C'est vrai. Il y a aussi, quand tu arrives à un certain âge, puis avec la famille, les enfants, c'est là que tu es conscient. Enfin, moi, là, j'ai eu conscience de ma propre mortalité quand j'ai eu mon kid. J'ai fait comme, tu sais, il faut subvenir aux besoins de ta famille, c'est super important, c'est primordial, mais il faut aussi que, genre, tu trouves un peu de plaisir et que tu définisses tes priorités avec qui tu veux travailler, comment tu veux travailler, et quelles sont tes valeurs. Comme je te dis, le temps de la pandémie, moi, j'étais parti 200 shows par année, donc très peu chez nous. Pratiquement pas. À 200 shows par année, c'est pratiquement pas. Très peu chez nous. Je partais genre le mercredi, je revenais le dimanche. J'ai une fille de 18 ans aujourd'hui, j'ai une fille de 13 ans et j'ai un petit gars de 10 ans que j'ai pas vu à peu près comme 10 ans. Oui, j'ai vu, mais la semaine, c'était correct. Sauf que là, après la pandémie, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu, genre, continuer à triper, à faire je fais beaucoup moins de bar qu'avant aussi, faire du bar et compagnie, ou tu veux continuer à passer l'été avec ta famille, ou du temps avec ta famille? J'ai décidé de passer plus de temps avec ma famille, mais choisir les shows que je voulais. Pas à la limite, écoute, faire 20 000$ de moins, mais que un samedi soir, on a envie de faire un souper avec des chums, je le fais. J'ai envie de partir à mes enfants, je le fais. Je suis pas à la merci du chanceux. Je peux oui, je suis content que ta carrière te permette de prendre du temps pour toi et ta famille. C'est comme je me disais, le côté carrière, c'est quoi carrière? C'est-tu te fais parler de moi dans le séjour ou c'est de pouvoir payer mes tables? Moi, je pense que c'est pouvoir payer mes tables. Qu'on me reconnaisse dans la rue. Ah, parce qu'il y en a qui vivent de façon minimaliste aussi. Ouais. Donc, pour eux, ça va être satisfaisant. Minimaliste, comme je dis, j'ai ma maison, mon Saint-Anne, puis on est super correct, ça va super bien. Puis le principe de base est que présentement, j'ai décidé depuis après la pandémie, quand ça a recommencé à rouler un peu, de dire, écoute, là, je remonte mes prix, je revois mes priorités. Puis comme vous nous disait tantôt, écoute, la famille est primordiale et compagnie là-dessus. On s'est retrouvés, même moi et ma conjointe, on s'est retrouvés avec ça. Là, on faisait 15 ans qu'on faisait pas rien week-end ou quoi. Là, ça a recommencé, les soupers entre amis, les soupers à nous autres. L'année passée, ça faisait ça, 15 ans qu'on n'avait pas pris de vacances ensemble. On a pris 3 jours ensemble. 15 ans que vous n'avez pas pris de vacances ensemble? Fait depuis qu'on était ensemble, 12 ans. Ça a-tu été difficile pour toi de réintégrer ta famille qui avait déjà un rythme familial quand toi, tu n'es pas souvent là? Tu sais, d'être plus souvent là Non, au départ, moi, t'avouer qu'on s'en va peut-être ses nerfs un peu. Il a fallu qu'on se trouve des choses, mais ça s'est très vite placé. Puis comme je te dis, j'ai des enfants qui formidables là-dessus, là, ils m'apportent beaucoup. Fait que j'ai mon petit bonhomme là-dedans, j'ai mes filles qui grandissent tout le temps. Mon petit bonhomme est rendu il va avoir 11 ans, fait qu'il est rendu à l'âge tranquillement. On le laisse seul de temps à autre, avec le temps de la fille d'épicerie. Mais mes filles... ma plus vieille ne suit plus, et compagnie, mais je pense que l'intégration s'est faite. Je pense que c'était dû, en fait. Moi, la pandémie, ça a été la grosse la famille. Merde pour moi, bien du monde, mais pour moi en général, parce que c'était contrat, puis tous des contrats, puis là, les contrats se faisaient canceller, puis là, t'étais un peu incertain et compagnie. Fait que ça a fait comme genre. Écoute, après ça, la seule positivité que ça a amené, ces 2 ans-là, ça a été, écoute, j'étais curé de partir. T'es pas le seul artiste, je pense, qui a eu ce reality check. Oui, bien, puis comme je te dis, le côté genre musique live va toujours rester. Oui. Le côté musique live va toujours rester, je pense, parce que justement, c'est pas pareil, les gens ont besoin de ça, spectacle enregistré. Oh, non. Tes prochaines dates de show? En fait, j'ai demain à Thetford Mines, soir ici, demain à Thetford Mines. Où à Thetford Mines? À la Face de Bœuf. OK. Resto-bar. Ensuite... Très bonne bouffe. Très, très bonne bouffe. Cool. Puis samedi, j'ai un privé. La semaine prochaine, je joue à Québec, jeudi.
toutes les dates sur ton Facebook? Tout le temps sur mon Facebook. Alboss. Ouais, Sinon, Alboss. Instagram, Instagram, Alboss aussi. Là. TikTok, t'es-tu Non, je suis beaucoup? pas très TikTok. Je suis plus sur Instagram et Facebook. Il a 45 ans, man. Faut le laisser. J'ai 45 ans, T'es Bruno. sur Qu'est-ce TikTok? que tu veux, toi? T'es sur TikTok, Oui, le j'ai commencé à être soundcheck, mais TikTok. est-ce que tu- est-ce que tu te J'ai mets, failli. J'ai Non, tu failli. sais que je fais pas ça. Parce que mes filles Je fais arrêtent pas comme de les me vieux parler de ça. boomers, puis je pose la publicité, puis j'ai pas rapport dans l'algorithme. Mes filles arrêtent pas de me parler de ça. J'ai failli, mais en fait, je comprends pas l'engouement autour de toutes ces choses-là. Fait que j'étais un peu... c'est ça. J'étais un peu vieux. Dans notre industrie, il semble que ça se traduit en vente de billets. C'est peut-être pas une C'est pas une garantie. Oui, une garantie, mais il semble que c'est favorable pour la vente de billets. Puis j'ai des amis proches qui bénéficient de ça. Puis c'est des humoristes de la relève qui n'ont jamais fait la télé. Écoute, on s'écrira, puis on verra. Peut-être éventuellement, je ferai un TikTok avec des recettes de pizza. Méfie-toi, toi. N'importe quoi. Je pense que tu as besoin de trouver juste quelque chose qui intéresse les gens. Oh, oui, c'est ça. Alboss, merci beaucoup d'avoir été Merci à sur vous le autres plateau pour de tournage du l'invitation Soundcheck random. Podcast. Je vais dire Merci, studio. merci. Studio. Je vais dire Studio, c'est oui. le deuxième épisode du studio. Merci pour l'invitation random. Très gentil. J'espère que le festival va réouvrir le site, que tu vas pouvoir te produire, qu'on va pouvoir profiter de ta musique. Sinon, une bonne été en tournée partout au Québec, Nouveau-Brunswick. Ouais. Et écoute, beaucoup de santé, puis bonjour à ta famille. Merci à vous autres. Merci. Dépose ton micro, sors côté cour, côté jardin. Merci beaucoup. Bruno, viens-t'en, proche. On va continuer l'entrevue ensemble. Il nous reste quelques minutes. Mais il y a certaines choses que je voulais parler avec toi que je n'avais pas parlé lors de notre premier podcast ensemble parce que j'étais probablement crissement trop stressé. Mais tu as été nommé au gala Extremis. Tu veux-tu nous parler de ça? Tu as eu une nomination. Là, animé par Anna Sassouna en 2019. OK. Tu as Au Festival Juste pour Tu as rire. été genre révélation ou ça se peut-tu que tu as eu un prix pour. Rien. Ou du moins, J'ai pas eu de ça a prix. été souligné. La chose que T'étais-tu j'ai là? eue qui était... T'étais-tu Ouais, là? j'étais là. OK, J'étais là. parfait. Mais attends, le prix que j'ai eu, c'est l'article. Tout le monde dit je suis préparé. C'est l'article de journal qui a été fort apprécié, bien écrit. Il n'y avait pas juste moi, il y avait Anas. Pourquoi ils ont couvert ce gala-là? Parce que en fait, je pense que c'était une sorte de curiosité par rapport au fait qu'on était Immigrants? exact. Vrai? C'était un succès ce gars-là. Je pense qu'il devrait être là à chaque année, mais je ne sais pas pourquoi il oui, n'y est pas. pas juste parce que tu as un gala qui est. Ouais, mais c'était un succès, c'était plein. C'était plein. C'était où? Quelle salle de spectacle? Oh boy. Salle. Je peux savoir C'est les une salle détails, qui je vais fait vous ça. aider. mais ça. Quand on C'est fait une salle- 150, c'est une 200 salle, shows le par année, public c'est normal qu'on ne se fait, souvient pas partout. Là. man, Claude, c'est à la place des Arts, mais c'est Claude Léveillé. Claude Léveillé? Possible. OK, oui. Possible, très Claude possible. Ça, Léveillé. Claude Ouais. Léveillé, ça fait du sens. Sinon, j'aimerais ça te parler de publicité. C'est quoi ta relation allez, avec le monde de la publicité? Tu veux? Ah oui? Oui, vas-y. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? T'intéresse-tu? Dans quel sens? Dans le sens que est-ce que ça t'intéresse de faire de la publicité ou du placement Ben, publicitaire? j'en fais. Mais là, j'ai pris... Tu le fais, mais beaucoup de gens qui le font pour la paye. Est-ce que tu le fais parce que tu aimes ça? Oui, ben, en fait, je fais pour la paye et Oui. aussi parce que j'aime ça. OK. Mais ça dépend des Ça, c'est spots. honnête. Non, honnêtement, ça dépend des spots publicitaires parce que je trouve que dans beaucoup de publicités, je trouve que je joue souvent le bouffon. Souvent l'homme un peu dépourvu de solutions, Niaiseux. niaiseux. Ben, Et je suis bienvenue, tanné. t'as pris notre rôle des hommes blancs. Et, Ah oui, C'est vrai, pareil. l'homme blanc maintenant Mais- est celui mais qui est tu sais, le niaiseux. C'est et le maintenant colon. que j'ai un enfant, je veux pas. C'est comme moi, ça me dérange pas de rire de moi-même, de l'autodérision, ça Ouais. me dérange pas du tout, mais tout le temps le faire. En fait, ça dépend des publicités, ça dépend comment c'est Donc, fait. tu choisis les produits que tu vas faire les maintenant, pubs. c'est drôle que tu me demandes, Fred, parce que maintenant, quand j'ai eu 40 ans et que mon enfant est capable de voir à la télé, faire des commentaires, est capable de parler, je suis comme maintenant, il faut que je choisisse les auditions que je vais faire parce qu'il y a tu sais, j'apprécie le parcours que j'ai eu, les chances que j'ai eues, mais tu arrives à un certain âge, une expérience de vie où tu veux plus. Il y a certaines choses que tu veux plus faire. Comment Et tu te sentais quand on te demandait de jouer le niaiseux? Moi, je me sentais que, écoute, c'est une opportunité. Parce qu'une opportunité mène à une autre opportunité. Fait qu'il faut toujours que tu
montres une qualité artistique et ta qualité personnelle dans les Oui. auditions et dans le travail que tu fournis. Et il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans la même situation que toi autour. C'est pas tout le monde, je veux dire, le client, lui, il a un objectif, mais tu as des gens qui travaillent pour le client, qui sont peut-être dans la même situation que moi, qui ont peut-être plus ou moins les mêmes priorités que moi, mais en ce moment, ben, il faut payer des affaires parce qu'il faut vivre aussi. Oui. Qu'est-ce qui est mieux? De faire ça, c'est largement mieux de faire ça que De voler un char. Exact. Est-ce que De tu as voler un cette char. conscience-là de dire... Ou de travailler dans une usine, tu vois? Oui. Exact. Est-ce que tu as la conscience de si je prends un contrat avec une entreprise, les gens vont m'associer à l'entreprise? Est-ce que tu Non, comprends parce ce que ça tu dure pas choisis? assez longtemps. Non? Ça dure pas assez longtemps. À moins que pour tu ça. aies un contrat récurrent. Ouais, À moins que tu exactement. deviennes Ça, c'est porte-parole. une Et chose- là, tu deviens spongy. Oui, exactement. Mais sinon, ça dure 13 semaines. Effectivement. La diffusion dure 13 semaines. Les gens n'ont pas le temps de t'associer avec tel ou tel produit. Si tu fais, mettons, tu deviens porte-parole d'une marque ou de quelque chose, où tu fais genre les annonces d'une banque ou d'un Compagnie restaurateur. d'assurance. Oui. Oui, là, maintenant, il faut plus y penser à long terme. Mhm. De ce que, est-ce que ça fait Tu sais, pour nous, les humoristes, ça dépend. C'est un peu plus... qu'est-ce que tu veux faire comme humour, tu vois? Oui. Ouais. T'as quoi comme propos dans ton humour? Qui t'es comme humoriste? Oui. Tu vois, c'est Comme- quoi tes priorités? Si, mettons, tu es un humoriste engagé, puis tu as des pubs de genre McDonald's, ça ne fit pas, tu vois? Oui. Ou tu as des pubs de genre voiture, pick-up, machin. Oui. Puis toi, tu es un pro-environnement. Voilà, c'est un peu contradictoire. Mais après, si tu n'as pas ce propos-là dans ton stand-up, dans ton contenu... Mais en même temps, là, tu sais, je nommerai personne, mais tu peux être pro-environnement, mais avoir besoin de manger. Oui, Tu sais, Ford, mais c'est ça. mettons c'est que tu, ça. Mais c'est difficile à justifier quand tu es militant. Je pense qu'il faut faire une différence entre Quand quelqu'un qui est engagé. Quand tu es militant, ben, tu es militant, mais après, T'as des voir sacrifices à faire. comment tu es capable de militer. Je Oui. veux dire, Mais chacun souvent, a ses les limites. militants vont dire lead by example, right? Fait que tu vas avoir besoin que tes bottines suivent tes babines Exact. et d'aller faire une publicité pour la légende. Ram, c'est pas sûr que c'est la meilleure. Exact. Mais moi, je me considère pas vraiment comme un militant. Okay. Je pense que j'ai des propos dans mon humour, j'ai des opinions. Tu es engagé. Je suis engagé, oui. mais aussi... tu es engagé envers toi. Exactement, envers moi, envers ma famille. Oui. Puis, je veux dire, ça ne veut pas dire que je fais tous les contrats et que je fais... Il y a certaines choses que tu refuses. Non, exactement. Mais je suis pas... Il y a plus engagé. Il y a vraiment, genre... Tout ce que je fais dans la vie, ben, si, mettons, je pense à l'environnement, ben, tout ce que je fais dans la vie va concorder avec mes croyances par rapport à l'environnement. Oh oui. Il y a des gens comme ça, il y a des humoristes comme ça, des artistes comme ça. Bruno Lee, la question qui tue, pourquoi aujourd'hui tu ne portes plus de boucle d'oreille? Ah, parce que ça fait mal aux oreilles, c'est pas bon. Surtout quand c'est pas des vrais diamants. Quand c'est du faux, ça fait des trous, là. Ça fait des espèces de... En quelle année tu avais les... 18, 19 ans. Okay. C'était en 2001. Étais-tu un gangster? Non, mais je me cherchais. OK. Tu m'as entendu tantôt avec le heavy metal, puis les Doc Martin, puis les... Je me cherchais. Puis même, il y a les skinheads. Je me souviens, dans cette époque-là aussi, il y avait des gens qui il y avait de toutes sortes. Des skinheads. C'était épouvantable. Et aujourd'hui, tu es un régulier du Bordel Comedy Club. Tu es partout. Quand on a besoin de toi et tu fites dans peu importe une distribution ou un autre, tu es présent et tu veux être là aussi. Tu as beaucoup de travail aussi en théâtre, tu as fait de l'improvisation. J'étais un comédien aussi, j'adore ça. Oui. C'est vraiment... Moi, j'aimerais ça être dans Mission Impossible. Il faut que tu avec Tom Cruise. Ouais. Est-ce que tu ferais tes cascades? Non. Parce que lui, il est fait tout. Moi, je serais en train de boire un latte citrouille pendant que tout le monde se casse les les couilles. Moi, fait que tu regardes Tom plonger de l'avion. Mes cascades... Tu sais, Tom Cruise, il est incroyable parce que c'est pas tout le monde qui veut faire ses propres cascades. Ben non. De la manière dont il le fait, lui. À un âge... Il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Il y a 60 ans. Il est encore en forme. Et il saute en parachute en bas d'une falaise. Tu peux le confirmer, hein, oui. il y a 60 ans. Il est encore en forme. Moi, je dis... L'important, c'est de se tenir en forme. Mais c'est extraordinaire d'avoir une shape comme ça. Mais moi, j'ai une question pour vous autres, les gars.
On parlait tantôt des stress, de la maladie mentale, des stress mentaux qu'on Ouais, a. les stresseurs. Puis, Est-ce que l'humour, pour vous, est un exutoire? Ouais, Bruno? pour moi, oui. Oui? Pour moi, oui. Mais c'est aussi, c'est plus que ça. C'est mon métier, ça fait partie de mon identité. Ce n'est pas tout à propos de moi parce que je suis une personne à part entière. Mais c'est vraiment... Moi, quand je fais pas de show pendant 2-3 semaines, je le sens là. OK. Ça vient me chercher dans mon humeur, dans... T'as besoin de Ouais. ce. T'as besoin pas juste du high, mais t'as besoin de cette relation-là. J'ai besoin de ça parce que c'est ma passion, ça fait partie de moi, mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui a besoin de jouer tout le temps, tous les jours, tout le temps, et puis qui, tu sais, j'ai une famille, comme tout le monde. T'as J'ai besoin de réussi à passer créer du un temps avec équilibre. elle. Exact, et c'est ça pour moi qui est le succès. Tu sais, c'est dur d'avoir un équilibre financier, un équilibre professionnel, un équilibre personnel dans ta famille, tu sais. Les gens qui ont tous les trois, il faut prendre une photo parce que c'est dur d'avoir tous les trois. Oui, c'est vrai. Un des projets majeurs que tu as fait, c'est de faire participer à la distribution du Bye Bye. Entre autres, le Bye Bye le plus regardé de l'histoire, celui de la pandémie où est-ce que tout le monde était chez eux. J'aimerais ça savoir que tu me parles un peu des dessous du Bye Bye. Comment ça marchait une journée de tournage, en plus dans des conditions de travail comme celle-là? Est-ce que Avec la pandémie. Hein, avec la pandémie, comment tu as trouvé ça? Tu devais être très excité d'amorcer tes premiers balbutiements dans cette grosse production-là majeure. Ouais. Tu allais être vu de tout le Québec. Au début, j'arrivais pas à y croire. Je pensais que c'était une joke. Ah oui, hein? Ouais, au début, Qui t'a appelé? Est-ce que tu te souviens? qui m'a appelé? En Est-ce que premier, c'était, Olivier? c'était Eddie King qui m'a parlé d'un projet parce que lui, il était déjà impliqué dans le projet. Ouais, comme auteur, Il je m'a crois. appelé, hein? oui, Ouais. il m'a dit, écoute, il y a un projet qui se fait pour le Bye Bye 2020. Notre travail va être inspiré des événements liés à George Floyd, qui Oui. est malheureusement décédé là, dans les mains de la police, à Minneapolis. Et il m'a appelé, en fait, il m'a dit, voilà, il y a un projet qui se fait maintenant avec le Bye Bye. Est-ce que tu serais intéressé? J'ai dit, je vais y penser pendant une semaine. Non, j'ai dit oui tout de suite. Ben oui, ben oui. Et c'était un concours de circonstances. C'était un bon timing, en fait. Et après, Simon Olivier Fecteau puis Guillaume L'Espérance, ils m'ont... Ils ont accroché. Oui, mais c'est pas juste ça. C'est que je pense que dans chaque opportunité, il faut être reconnaissant, il faut être prêt et il faut donner ton 120%. Et il faut aussi réaliser que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais? Oui. Fait que moi, je le sais toujours, ça. Tu sais, je prends rien pour acquis. Puis après ce bye-bye-là, ils m'ont rappelé pour le 2021-2022. Et tu sais, je m'attends pas à ce qu'ils le fassent à chaque année non plus. Tu sais, parce que je sais que... Mais il y avait je sais c'est quoi le métier. la continuité, la volonté de continuer avec toi Oui. était là. Oui, mais ça, j'apprécie ça. T'as Mais fait du en bon même boulot. temps, je sais qu'ils ne sont pas obligés, puis je sais que c'est... Il n'y a rien qui Mais à la qui m'est base, ils donné. n'étaient pas obligés non plus de t'engager. Exact, Fait qu'ils t'ont exactement. choisi. Ça fait partie du métier aussi Oui. de comédien. Il n'y a rien de garanti, il n'y a Puis- rien d'acquis. Mais tu as fait la job. Oui, Si t'es oui, revenu, oui, tu as oui. fait la job. Oui, je te le confirme. Oui, là. oui, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai Ça a fait été la dans job. dans les numéros marquants. Ah ben oui, tout à fait. Et ça, c'est un truc que jamais personne pourra m'enlever. Tu sais, à chaque fois que je suis dans un projet comme ça, le bye-bye, tu as l'impression d'être dans un truc genre... C'est comme... tu sais, les premiers Marvel, là, ceux qui étaient Oh bien oui. faits, Oh oui. ceux qui, comme Iron Man. C'est un gros 2008. projet, le bye-bye. là. Ouais. T'as l'impression que c'est ça. Tu sais, les bons Marvel, là, ceux qui ont commencé dès le début, Oui. au début des 2008-2009, là, maintenant, c'est... Ceux qui sont écoutés, là. Ouais, ouais. Oui. Ceux-là, c'est tough. T'as l'impression... Ça ressemble un peu à ça. Tu sais, tout le monde sait ce qu'il fait. Il y a un dynamisme incroyable. Il y a un professionnalisme, genre, que tu verras... Tu vois juste dans les sous-marins nucléaires. Oh Tout oui. le monde sait ce qu'il fait. Tout le monde est à la bonne position. C'est efficace. Les comédiens, là, sont... Tu sais... Ça va bien, puis c'est bien ouais, dirigé, ouais, c'est moi, tout là. As-tu eu le syndrome d'imposteur au début? Oui, oui, Ouais. oui, je l'ai tout le temps. Bah oui, surtout dans ces trucs-là, je l'ai tout Même le si tu temps. avais de l'expérience en théâtre, même si M'en tu avais de fous, l'expérience en j'en ai tout le temps, improvisation. je l'ai tout le temps. Et puis c'est ça, c'est ce qui m'aide. En fait, OK, jamais je suis intéressant. devant les gens en me disant ouais, vous êtes chanceux d'être autour de moi. Me dis jamais ça, je l'ai tout le temps. Je pense que j'ai jamais personne qui a pensé ça. Là, Il y a des gens de qui toi. pensent comme T'es ça. quelqu'un de très, très humble. Hein. Mais c'est drôle parce que
depuis qu'on est arrivé à l'expo, on a jasé avec plusieurs humoristes et cette petite phrase-là revient très souvent. Ouais. Éric il le disait hier, François, tout le monde dit on ne peut pas prendre ça pour acquis. Il faut toujours être ça à coche. Ben, je pense que c'est le secret de perdurer et d'être continuer à être pertinent. Exactement. Puis aujourd'hui, ça fait 12 ans que tu es dans l'univers du public des gens qui consomment le stand-up au Québec et dans la télé des gens aussi, comme Mais comédien. ça, c'est récent. La télé des gens, c'est 2020. Oui. Mais ça vient petit à petit. Puis c'est magique de voir ça parce que moi, j'ai toujours voulu être comédien et humoriste aussi. Puis pouvoir faire les deux, c'est incroyable. Est-ce que les plateaux de tournage du Bye Bye étaient remplis de gens? C'était-tu vraiment très gros ou c'est vraiment compartimentalisé que tu vois pas beaucoup les gens? Moi, personnellement, quand tu as une journée, je suis pas là du début jusqu'à la fin. Je suis là une journée ou deux. Fait que j'ai cette journée-là. Et puis tu tournes ton sketch. Je fais mon sketch. Je suis pas là du début jusqu'à la fin. Les comédiens principaux sont là du début jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment une grosse machine. Là. En tout cas... Est-ce que tu as fait partie du travail d'auteur pour ton sketch aussi? En 2020, oui, mais sinon, après j'étais juste... Tu faisais confiance. J'étais invité en tant que comédien. OK. 2021, 2022. Mais c'était une belle ride. Après, je sais pas. Est-ce qu'on va te voir en 2023? Honnêtement, comme tu as dit, je sais pas. Je sais pas. Ça peut être quelqu'un d'autre. C'est à tout moment, ça peut être... moi, je prends rien pour acquis, que ce soit dans une publicité ou dans un... On est tellement de comédiens aussi, tu sais. Oh, il y en a beaucoup. Tu vois, il y a toujours quelqu'un de nouveau ou quelqu'un de... Tu peux pas dire, ouais, l'année prochaine, je serai là. Tu peux pas planifier d'être dans le bye-bye. Je trouve que c'est pas un bon plan d'affaires. Non, non, effectivement. Mais tu as sûrement des objectifs de carrière. Sûrement que tu as certains objectifs que tu veux rencontrer. Top Gun, mon gars. Non? J'aimerais ça être dans Top Gun. Et j'aimerais ça jouer dans Top Gun et aller faire mon show d'humour habillé en costume de Top Gun. Bon, Top Gun, Mission Impossible, puis le bye-bye. C'est un beau trio. Top Gun, Mission Impossible. Mais honnêtement, mon objectif de carrière, et là je vais te répondre honnêtement, c'est d'être dans une émission, ici, de chez nous, une émission avec une belle équipe, bon réalisateur, des textes écrits par des auteurs qui ont vraiment beaucoup travaillé, beaucoup sacrifié, et dans laquelle je peux être impliqué, raconter une histoire qui est vraiment qui va toucher plein de gens. Y a-tu un style de série? J'aime ça les séries policières, honnêtement. Genre 19-2, ça aurait été... Tu irais dans la fiction ou vraiment dans la réalité? Bien sûr, dans la fiction. Okay. La télé-réalité, je pense que TikTok va s'occuper de ça. Non, mais il y a le documentaire. Non, mais tu sais, 19-2, c'était de la fiction, mais c'était proche en maudit. Oui, c'était proche. C'était proche en maudit. La fiction, surtout la fiction, ça m'intéresse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fiction. Beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup à faire en fiction. Il y a, au niveau de l'immigration... Le Québec est en train de changer. On a une population vieillissante, on a l'immigration, on fait du moins les Québécois de souche font de moins en moins d'enfants aussi. Exact. Les statistiques sont là. Il y a plein d'histoires à raconter maintenant. Fait qu'en fiction, il y a tout à faire. La face du Québec change tranquillement. Puis ce serait intéressant justement de le présenter. Oui, tout à fait. Mais moi, honnêtement, je travaille pour ça. Et puis un jour, ça va arriver, mais je travaille sur ça. J'ai la tête sur les épaules. Je continue à faire mon humour. En fait, pour répondre à ta question, ça serait de faire mon travail en fiction et d'être humoriste aussi. Oui. On peut porter plusieurs chapeaux. Oh, tout à fait. L'important, c'est d'avoir un équilibre. Si je peux porter ces deux chapeaux-là, génial. Good. Alors, on a parlé de tes dates de spectacle. Sinon, les gens, les réseaux sociaux ont été dit. Je m'en allais. On a entendu, c'était quoi ton style d'humour aussi. Parle-nous un peu. Ben en fait, on va finir avec ça. Je veux savoir, ça a été quoi la genèse de tomber à l'écran? L'improvisation, le théâtre, mais qu'est-ce qui t'a amené à être comédien? Oh! Mais avant d'être humoriste, je faisais de l'impro. Oui. De l'impro, pas dans des ligues d'impro, mais j'ai commencé à faire des cours d'impro. J'étais impliqué dans du théâtre communautaire. Moi, mon objectif, avant, quand j'ai commencé dans le milieu artistique, c'est d'être comédien. C'était ça mon objectif. Principal. Tu pourrais-tu dire que le stand-up t'a amené à être comédien? Non, être comédien, excuse-moi, m'a amené au stand-up. OK. Mais le stand-up, maintenant, bizarrement, écoute, j'aimerais faire les deux, mais si j'avais à choisir vraiment, ce
ce serait faire du stand-up. OK. Mais j'aimerais Ta ça réponse faire me les deux. surprend. Ouais, Parce pour que de vrai, de l'intérêt que tu avais envers le travail de comédien, ah oui, que ça a été tes premiers amours aussi. oui, mais je pense qu'on peut aimer les deux aussi. Je Oui, pense oui. que, tu sais, quand on nous met dans des cases, t'es un comédien, t'es un humoriste, t'es un producteur, t'es un artiste, t'es un auteur, t'es un ci, t'es un... Tu vois, j'aime pas les cases. Je pense que maintenant, en 2023, on peut porter plusieurs chapeaux. Quand Et on en fait, on doit porter plusieurs chapeaux. Donc, tu es maintenant. un artiste multidisciplinaire. Exact. On dit ça comme Tantôt, ça. tu parlais du syndrome de l'imposteur. Quand on t'a emmené sur un plateau de tournage pour être un comédien, Oui. est-ce que tu es arrivé avec une espèce d'appréhension de voir les comédiens te regarder en disant « il vient voler une job Non. » Du tout. OK. Non, moi, j'étais juste content d'être là. J'étais fait comme nice. Toutes ces soirées Tu vis un que rêve. j'ai passées où il y avait Fait que 8 personnes. tu overthinkerais pas. Non. J'étais Ouais. juste content d'être là parce que je suis là pour une raison. Et puis, je pense que je suis pas le seul. Tu sais, je peux pas contrôler ce que les autres pensent à la fin de ouais. la journée. Je pense pas à genre, il vient voler des jobs. Je Ouais, pense ouais. à genre, fais une bonne job maintenant. On va te rappeler si tu fais une bonne job. Puis, contrôle ce que tu peux contrôler. Moi, ce que les autres pensent, c'est vraiment... Contrôler son image. On a Non, commencé mais pour, de avec vrai, ça. pour de vrai, ce que les autres pensent qu'ils viennent... Je veux dire... Non. Mais tant C'est pas mieux, important. tant mieux si ça ne vient pas te chercher émotionnellement. Je pense que c'est great. Je pense que c'est un avantage d'avoir une distance avec ça, à mon avis. Fait qu'en théorie, tu es en spectacle ce soir à l'Expo de Trois-Rivières. Ouais, En théorie. en théorie. J'espère Là, qu'on va avoir un spectacle. J'espère qu'on va avoir un spectacle. J'espère qu'on va avoir un spectacle. J'espère qu'on va avoir un spectacle. Encore. On espère, on espère. It's not On va avoir over un On till espère. it's over. Mais sinon, on est ici jusqu'au 15 Oui. juillet, 18h30, le Soundcheck Podcast sur la place Mazda. Si ça c'est pas très beau, on est à l'intérieur ici, à l'intérieur du Colisée Jean-Guy Talbot. Et à 20h, 21h, parce 21h, qu'on est une heure plus tard, on a le mini-gala d'humour. Et aujourd'hui, notre tête d'affiche, Bruno Lee. Merci, cher Merci. public, ceux qui nous écoutent à la maison. Merci, j'espère que vous êtes à l'abri, que vous avez un bon panier de popcorn. Un panier de popcorn. Un sac Quand ça de marche, un panier de popcorn? C'est un panier, c'est correct, popcorn, oui. Ça Ça marche. fonctionne. Puis j'espère que vous êtes bien chez vous. Puis merci de nous Un avoir panier de écoutés. rotin en popcorn. Je sais pas si les gens consomment encore du popcorn d'un panier de rotin. À la cage, c'est encore ça. Oui, mais on dirait que ça vient que le popcorn, le panier de rotin. Ouais, c'est Puis pas le choix. merci, Steven. Non, merci à toi. Beaucoup. Merci J'ai ton beaucoup amitié. de plaisir. Merci. Ouais. C'est fort apprécié. Et, Merci, Fred. Merci, Fred Gamache, pour Un la plaisir. coordination. Merci à tout le monde. À Tout le toute monde l'équipe. sur les réseaux, sur les plateformes qu'on diffuse. Si vous avez 2 minutes, prenez, allez liker nos réseaux sociaux parce que c'est là qu'est notre pain, notre beurre aujourd'hui. Avant de faire de la télé à heure de grande écoute, je vais dire ça comme ça, puis je suis pas comédien, mais moi aussi, j'aimerais ça un jour. Tu aimerais ça? J'aimerais ça. OK. J'aimerais ça. On en travaille, parlera tantôt. OK. Ouais, on en On parlera travaille tantôt. sur une petite série télé qui va On en peut-être parlera. s'appeler Si la vie vous intéresse. Ouais. Ouais, je vais te parler de ça. OK. Sinon, merci à mes partenaires. Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007. Pat Raymond, le vétéran Michel Albert, la Fondation Le Balancier, Guy Riel et toute son équipe. Merci d'être là. Le Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr, le fermier vétéran, Jessie Labrie-Lévesque. C'est tous des partenaires qui sont issus de la communauté des vétérans, qui partagent mon contenu. Et c'est comme ça qu'on réussit à Nice. se donner un petit coup de main pour émerger dans la sphère publique et faire connaître notre réalité. Juste de se permettre d'exister. Hein, puis on a commencé le podcast comme ça. Je pense que ça fait du bien. Et, Oui. Puis merci à l'Expo de nous accueillir Ah, depuis merci, le Expo 6 Trois-Rivières. juillet. Oui. Oui. C'est exceptionnel. On a beaucoup de plaisir. Tous les humoristes qui sont passés jusqu'à maintenant sont heureux. Même lui, même Bruno est heureux. Bruno, tout le temps. Ouais, c'est pour de vrai. Tout le temps heureux. C'est pas toutes les journées qui sont des 8 sur 10, mais si tu peux être optimiste, il y a une bonne perspective, c'est tout ce qui compte, honnêtement. C'est vrai? Je laisse les gens sur cette belle phrase-là. Mon nom est Steven Bilodeau et merci infiniment d'avoir été à l'écoute Merci du à Soundcheck Podcast. On se voit demain pour un nouvel épisode.